J'ai dit à Laurent, mais moi, je peux vous faire le lapin en rap, hein. Vous dites quoi? Dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivé une chose que personne n'aurait pu imaginer. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, on reçoit Chantal Goya qui a chanté des chansons pour enfants depuis des années. Plusieurs générations qui vont la voir, les parents, même parfois les grands-parents jusqu'aux petits-enfants. Chantal Goya, elle a côtoyé énormément de monde. Elle a rencontré Louis de Funès, elle a déjeuné avec Barbara, avec les Beatles même, qu'elle a rencontré en Angleterre dans un château. Elle va nous raconter plein de choses, notamment le jour où elle a dû aller dans une rave party pour faire un concert absolument incroyable comme histoire. Donc maintenant, c'est Chantal Goya sur Légende. Bon visionnage à tous. Bonjour, c'est Chantal Goya. Je suis sur Légende. Merci beaucoup. Le clap, vous le connaissez bien, Chantal? Oui. Parce que vous l'avez mais c'était les... Vous l'avez beaucoup côtoyé à une époque. Oui, je sais. Alors, je suis très heureux de vous recevoir. Merci. Et je pense que comme 1 million de journalistes que vous avez croisés sur votre chemin, ils vous ont écouté, ou en tout cas leurs parents leur faisaient écouter des chansons que vous chantiez, ou même les films où vous êtes apparus. Oui, bien sûr. En ce moment, vous êtes en tournée, vous êtes en France, à Paris, au Palais des Congrès prochainement au mois de mai. Le 18 mai pour être précis. En description, on mettra tous les liens pour ceux qui veulent aller voir le spectacle de Chantal Goya qui tourne depuis des années. Ça fait 50 ans de carrière, je crois, un peu. Ça fait pas mal de temps. Et là, j'ai voulu rassembler tous mes tubes à travers ce que le public m'a demandé. Okay. C'est toujours pareil, quand on fait un spectacle très précis, et où est Pinocchio, et où est le Chaboté. Alors là, je me suis dit, allez, je mets tout ce qu'ils aiment, parce que c'est quand même le public qui vient et ils sont tellement heureux. Vous avez toujours les mêmes demandes aujourd'hui qu'il y a 40 ans, par exemple? Oui, non, il y a 40 ans, c'était les enfants qui demandaient. Maintenant, ce sont les parents. Ah, c'est vrai. C'est les parents qui leur viennent. Génération et qui amènent les enfants. Vous êtes en tournée en France aussi, dans toute la France? Et en Belgique. En Belgique aussi. Donc, en Belgique, j'ai encore beaucoup de dates en Belgique. Alors moi, j'ai appris plein de choses en préparant votre interview. Je ne connaissais pas finalement votre enfance, puisque vous parlez aux enfants, mais vous, votre enfance, on la connaît pas spécialement. Vous êtes né à Saigon, en 1942, Vietnam, ce qu'on appelait l'Indochine avant. Pourquoi vous étiez là-bas? Parce que d'une part, mon grand-père, qui était quelqu'un de merveilleux, qui était un grand professeur de médecine, c'était un élève de Pierre et Marie Curie, et il a installé tout le centre anticancérologie à Phnom Penh. C'était un très grand radiologue. Et maman est arrivée, elle avait 3 mois, elle arrivait de la Martinique où elle est née, parce que j'ai beaucoup de familles en Martinique aussi. Donc le fait que maman soit partie à 3 mois, elle est restée 25 ans en Indochine, et elle a rencontré mon père, elle avait 17 ans, et papa en avait 25. Et mon père était allé en Indochine parce que son grand-père et son père avaient des actions dans les plantations. Donc je suis née évidemment à Saigon, à la clinique Saint-Paul, mise au monde par mon grand-père. Ah oui, ok, d'accord. Mais par contre, j'habitais sur une plantation de caoutchouc, la plantation d'Anloc, où il n'y avait personne que nous, et surtout des Vietnamiens formidables qui travaillaient avec nous. Vous êtes resté combien de temps là-bas finalement? 5 ans. Vous avez des souvenirs? 6 ans. J'ai des souvenirs que comme j'étais petite, maman me disait... Alors j'ai une Chinoise qui s'occupait de moi, qu'on appelait Assam. D'accord. Parce que maman aimait bien aller à Saigon et bouger un petit peu avec mon père, elle était jeune. Et à un moment, elle m'a confié une Chinoise qui s'appelait les Assam. Les Assam, ce sont des femmes qui faisaient vœu de ne jamais se marier et de s'occuper d'enfants. Et je pense qu'elle m'a appris beaucoup de choses, surtout de la philosophie de là-bas, les choses de prendre beaucoup de recul sur les problèmes. J'entendais toujours ma mère me parler de choses vraies, parce qu'elle ne m'a jamais rien caché, notamment quand le Viet Cong est arrivé, il fallait vraiment se protéger et se cacher. Elle m'avait caché, elle m'avait dit surtout tu ne sors pas de la cachette. Moi évidemment, comme je suis quelqu'un qui aime bien l'aventure, on va dire, déjà petite, j'avais ouvert la porte et j'avais vu toute l'armée du Viet Cong et on m'avait dit que papa était prisonnier et qu'il allait venir sur une charrette. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, toute cette histoire. Évidemment, mon père est arrivé et à ce moment-là, je l'ai vu attaché et j'ai dit au Viet Cong, il fallait détacher papa, c'est pas possible, c'est mon papa. Vous aviez 3 ans à ce moment-là? 4 ans. 3-4 ans. Mais j'étais très, très, très débrouillarde à 4 ans. Je comprenais tout, mais j'avais pas peur. Alors du coup, ils l'ont détaché et ils l'ont rendu à maman. Donc en fait, vous avez un peu sauvé votre père ce jour-là? J'ai sauvé la famille surtout. D'accord, parce que l'indépendance fait que les Français étaient un peu poussés dehors. C'est-à-dire, je pense que sur 20 000 Français, il en restait 8 000. La plupart des autres avaient été tués. Et il fallait vraiment partir et faire attention. Mais bien avant tout ça, j'allais à Saigon avec maman. Et on allait au grand hôtel, qui était l'hôtel le plus important, rue Catina, où se trouvaient tous les Français. Et là, j'étais, sur les genoux de Marguerite Duras. J'avais 2 ans. Ah oui, carrément, Ah, vous avez vécu, hein? J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, c'est vrai. Mais tout ça faisait que j'étais une petite fille débrouillarde et j'étais pas du tout, angoissée. On ne sait pas ce que c'est dans la famille, l'angoisse. La vexation et l'angoisse, ça n'existe pas chez nous. D'accord. Vous trouvez qu'aujourd'hui, les gens sont plus angoissés, plus stressés? Oui, mais vous vous rendez compte dans quel moment on vit? C'est terrible aujourd'hui. D'abord, vous avez tout ce qui est la télévision, tout ce qui est... Nous, on échappait à tout ça quand même. On n'avait pas Internet aussi.
Internet, c'est formidable, mais en même temps, c'est dramatique. Dans quel sens? C'est dramatique parce que tous les gens parlent de vous, alors que nous, on ne parlait pas de nous. Les gens s'occupent de nous comme si on se connaissait, on ne les connaît pas. Moi, je suis habituée à prendre un verre avec des gens au café et les connaître, mais pas à travers Internet. Moi, je ne sais pas qui c'est. Ah, oui, ça vous a posé problème, c'est le côté un petit peu anonymat derrière les... J'ai horreur de ça. Ouais. Et en plus de ça, je ne regarde pas non plus. Donc c'est clair, je ne sais pas ce qu'on raconte sur moi, c'est pas grave. Ça vous dérange pas? Non. En même temps, vous avez J'ai une robe en toile 50 ans de cirée, carrière. tout glisse. Ah bah oui, en même temps. Oui, Et c'est je vrai. pense que vous regardez encore quand même ce qui sort, même pas dans les magazines, plus du tout. Vous faites... Si, je regarde les Ah, vous regardez magazines. quand même, Oui, ouais. oui, je suis toujours dans les journaux. Je regarde quelques magazines, mais je vais surtout Mais pas vous. au contact des gens. Vous regardez pas ce qu'il y a sur vous, quoi. Ah non, Jamais. je ne sais pas. Vous savez pas faire. Moi, j'aime bien que les gens me parlent en direct. Quand je fais un spectacle, ils me parlent tous, et c'est pour moi le plus beau des cadeaux. Quand ils me disent, vous nous rassurez, parce que on arrive dans un monde qui n'est pas du tout le nôtre, qui est tellement compliqué, tellement dur, tellement violent, et vous êtes le contraire. Je dis, oui, moi, je serais comme la motarde à l'ancienne. Ne vous inquiétez pas, je resterai toujours comme ça. Alors, ça les rassure, parce que j'ai vécu des moments difficiles, mais en même temps, j'ai eu la chance de connaître des choses tellement simples. On ouvrait une porte, on arrivait tout de suite là où il fallait aller. On n'était pas à se poser des questions, tu crois que ça va marcher? On se maquillait pas, on était naturel. D'accord. On se refaisait pas le visage non plus, on était naturel. Ben non. On en reparlera plus tard de tout ça, de vos réussites, de vos échecs, comment ça se passe la télévision à votre époque, enfin, aux différentes époques où vous avez été jusqu'à aujourd'hui. Vous retournez en France après, parce que du coup, vous quittez Oui, la je Indochine. reviens à Saigon, on prend un grand bateau qui s'appelle le Pasteur. Et là, évidemment, je m'aperçois que nous, les Français qui étaient malades, fatigués, on était à fond de cale, et puis les autres étaient au-dessus. Alors moi, j'avais remarqué que là-haut, on mangeait mieux qu'en bas. Donc je partais avec un grand plateau, puis ma mère me laissait libre. Mais j'étais aussi très anxieuse de ne pas retrouver mon Assam, parce qu'elle ne nous a pas suivis, elle est restée au Vietnam. Ah, wow, C'était ok. comme une deuxième maman, vous voyez. Ouais, j'imagine, c'est votre nourrice en quelque sorte. Oui, la c'est personne ça, qui- mais maman était présente aussi. Mais maman me disait, quand elle quittait la plantation, eh bien, je ne pouvais pas manger, je l'attendais. Vous rentrez à Paris, vous faites quoi du coup? Si votre père s'occupait d'une exploitation, qu'est-ce qu'il fait? une Oui, fois bah, rentré à papa, Paris il revient à Paris, très malade. Il a le paludisme, le mauvais paludisme. Maman est très jeune, elle a 3 enfants. Elle a 2 enfants d'abord, mon frère et moi. D'accord. Après, elle en a eu 5. Elle en a eu 3 de plus. Mm. Mais on part dans les Vosges, chez mes grands-parents, à Remiremont. D'accord. C'est là où est né mon papa, c'est là où il est enterré, du reste. Et ben là, j'apprends à connaître une grand-mère qui est compliquée, mais qui est très, très stricte. Mais c'est pas plus mal, parce que quand on est un enfant, on a besoin de valeurs, on a besoin d'exemples, on a besoin de choses strictes. On n'est pas... Quand on est livré à soi-même à faire n'importe quoi, on est perdu. Tandis que là, j'étais bien cadrée. Ce qui se On passe va de plus dire. en plus, il y a beaucoup de gens qui témoignent un peu du bordel ambiant, que les jeunes sont plus comme ci, comme ça. Est-ce que... Ben oui, moi, je respectais énormément mes grands-parents. Mes parents n'étaient même pas question de parler à table. Ah, Vous c'est voyez, vrai. c'était aussi strict que ça. Ok. Ah non, non. Puis alors nous, des fois, on parlait avec mon frère pour aller à la cuisine, parce qu'on trouvait que c'était plus drôle à la cuisine de manger avec la personne qui s'occupait de nous, et c'était plus sympa, quoi. Et vous chantiez déjà à l'époque? Non, non, pas du tout. Assez jeune, non? Ah non, non, je chantais pas du tout. C'était quoi? C'était pas bien vu? C'était pas non, juste pas... non, c'était pas dans ma tête. On jouait à la marchande, vous voyez, on était loin de tout ça. On prenait des cailloux, c'était les pièces, ou alors on partait à bicyclette. Alors là, la bicyclette, qu'est-ce que j'ai pu faire comme vélo? Parce que c'était pour moi la liberté. Donc on partait de Remiremont à Gérardmer, de Gérardmer on revenait à Remiremont, de Remiremont on partait à Plombières, on allait se baigner, on revenait. Bon, c'était des routes qui n'étaient pas du tout comme aujourd'hui, c'est-à-dire que on n'avait pas de problème d'être enlevé ou d'avoir Bien sûr. C'est pas du tout la même époque. Hein. Et vous considérez que vous avez eu une enfance heureuse? Oui, j'ai une enfance très heureuse, entourée de grands-parents, de maman, qui était très jeune de caractère, de mon père. Et puis après, j'ai habité à Paris, j'ai habité à la cristallerie de Saint-Louis, parce que mon grand-père travaillait à la cristallerie de Saint-Louis. Donc on était dans les rues de Paradis, et j'avais dit à maman, ben voilà, c'est génial, parce qu'on est déjà au paradis, tout va La bien. rue de Paradis, c'est cette petite rue dans le 10e arrondissement, c'est Dans ça? le 10e, oui. C'est ça, oui, oui, avec la cité de Paradis. Cité de Paradis, Ah la rue oui. de Chabrol, où j'allais à l'école. Moi, je suis pas de Paris, mais j'ai découvert ce quartier-là. C'est une sorte de petite rue, la rue Oui, de la Cité de Paradis, c'est ça. qui fait un peu comme un petit village. En fait, il y a Oui. plein de bâtiments anciens qui sont rénovés. Il y a plein de nouvelles Oui. entreprises dedans. Et moi, je me Très souviens joli. que j'avais été avec mon frère dans un cinéma. Il fallait pas que je sorte quand même à faire n'importe quoi, parce que j'avais 8 ans. Et Alain avait 6 ans, puis on était partis de voir dans une grande salle, et j'avais dit, c'est bizarre. J'étais revenue, j'avais dit à maman, mais c'est incroyable, on a vu des personnes qui sont aplaties sur du papier. J'ai aplatis sur du papier. Je dis, oui, ils étaient tous aplatis. Et ils chantent, et ils parlent, et ils dansent, et ils bougent.
C'était Maurice Chevalier. J'avais dit, en plus, je savais pas que c'était un film, moi. J'avais dit que c'était son aplati. Enfin, en fin de compte, c'est le cinéma. D'accord. Et- Vous découvrez le cinéma comme ça, quoi. Oui, Ouais. c'était. Alors je me dis, ils sont peut-être passés par derrière, par où ils sont passés. Et puis ils chantaient Demain j'ai 20 ans, c'est un âge épatant. J'ai dit, oh là là, vivement qu'on ait 20 ans, ça doit être un âge épatant, on va faire comme lui. Ok. Oui, Et, on était très naïfs, mais en même temps avec beaucoup de poésie. Et voilà, puis moi, après ma petite sœur est arrivée, Béatrice, et j'étais partie avec le landau avec mes patins roulettes, parce que j'avais des patins roulettes à Noël, alors là, c'était magnifique. Donc j'avais donné le landau à une dame qui tricotait à Saint-Vincent-de-Paul. Je dis, vous pouvez me la garder, j'ai des petits trucs à faire. Elle l'a gardée pendant 4 heures. C'est-à-dire, C'est plus le même monde, quand même. Hein. Je suis revenue à 19. Non, mais on fait plus ça. Aujourd'hui, Ah bah on non. ne peut pas laisser une petite fille de 3 mois à quelqu'un. Non. Ben moi, je la C'est laissais, sûr. je disais voilà. Puis après, on m'avait dit que le Père Noël venait par les cheminées. Donc je me tapais tous les réverbères dans la tête. Avec mon frère, on venait, on avait du sang partout, parce que comme ça, tout Vous étiez rêveuse, quoi. Il y avait un côté un Non, peu... on cherchait le Père Noël. Paf, il y avait un réverbère. On se prenait le Ouais, réverbère ouais. dans la tête. Vous partez avant vos 18 ans, vous parlez de vos 20 ans juste avant, mais avant ça, vous êtes fille au père en Angleterre? Oui, alors d'abord, j'ai habité rue Pelleport, un autre quartier, dans le 20e. Mm. Donc je faisais tout le temps. Et puis alors, moi, j'avais des amis qui étaient dans le 16e, donc je faisais le métro. Et alors maman m'avait dit, je vais raconter cette anecdote, ça va vous faire rire. À l'époque, quand j'étais vraiment plus petite, j'avais 10 ans, 12 ans, maman m'a tout expliqué. Elle m'a dit, fais attention dans le métro, Ouais. il y a des gens bizarres. Ah, je dis, ah bon, bizarre, qu'est-ce que... Toujours pareil aujourd'hui. Ils sont un petit peu... ils peuvent peut-être te venir t'embêter. Alors, je dis, maman, m'embêter comme quoi? Il me dit, bah, tu sais bien qu'il y a des gens, il y a des hommes qui sont pas très bien. Alors, je vais te donner 2 aiguilles. Je dis, ah bon, qu'est-ce que je fais? Bah, tu piques les fesses de tout le monde. Alors, je piquais tout le monde. Dès qu'il y en a qui me regardait, parce que comme j'étais assez mignonne, ils me regardaient ou venaient près de moi, paf, un petit coup dans les fesses. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Donc, Finalement, c'est vous qui agressiez les gens dans le métro. bah, j'agressais tout le monde, voilà. Et je me sauvais après. Ok. Mais vous voyez, je me laissais pas faire, déjà. Ah, vous êtes jamais laissé faire, finalement? Jamais, jamais. Même au moment du cinéma, j'avais mon bon caractère. Comme j'avais tourné Godard, mais Godard, c'est arrivé. Mais je sais même pas comment ça a pu m'arriver, cette histoire. On en parlera après de la transition, Oui. comment vous arrivez dans le cinéma. Oui, voilà. Donc je revenais de Londres parce que papa m'avait dit tu as raté ton bac, tu t'es pas réveillé à l'oral, tu as eu l'écrit avec mention, c'est une honte. Mais j'ai dit oui, je me suis pas réveillée. Il m'a dit c'est quand même dommage parce que tu avais bien travaillé. Et de ce fait, je t'envoie en Angleterre dans une famille. Oh, j'étais contente parce que je me suis dit là, je vais avoir ma chambre. Ok. Donc C'est quand même, ils sont quand même assez libres avec vous, enfin, ils vous laissent faire un peu... ils me laissent faire parce qu'ils savent que je suis quelqu'un qui est très raisonnable. D'accord, ok. C'est pas, ils vont pas Confiance. m'attacher qu'à une laisse en disant on va aller la surveiller. Moi, j'ai jamais Mm. été surveillée. De même, j'ai jamais surveillé mes enfants. J'aurais fait D'accord. confiance. Ah, vous avez J'aurais fait- vous êtes- expliqué, j'aurais tout expliqué de ce qui pouvait se passer dans la vie, mais ils ont toujours été tellement Mm. gentils et surtout polis et comme j'aurais demandé d'être. D'accord, ils ont suivi un petit peu... Ils ont suivi ce que j'ai eu comme éducation aussi, quoi. Mais en Jean-Jacques tout cas, en Angleterre, c'était formidable parce que, en plus de ça, j'avais un petit copain à l'époque, mais c'était tout bien tout à l'heure. On se donnait même pas la main, hein. On se regardait comme ça. Et lui, il m'avait dit, je viens à Londres. J'ai dit, ah bon, mais comment tu vas faire? Je me suis dit, oh là là, il va venir à Londres. Et moi, je me suis avec un tablier, en train de nettoyer la maison et tout. Ah non, c'est pas possible, j'enlève le tablier, je vais mettre une belle robe. Et puis il m'avait dit, je viens te chercher parce que le week-end, tu peux peut-être venir chez mes parents. J'ai dit, ah bon, c'est génial, je vais prévenir la famille où je suis. Ok. Donc, il n'y avait pas une question de dire, je vais aller avec toi. Non, non, c'était chacun avait sa chambre et c'était comme ça dans ma tête, de toute manière. Et puis quand je suis arrivée, il m'a dit, ben voilà, d'abord il avait une belle voiture, il avait une TR3, une Triomphe, là, comme les... Ah, ouais. Je dis, elle est moche, ta voiture, elle est trop basse. Moi, j'aime mieux les voitures plus hautes. Ah bon, mais tout le monde aime ma voiture. Ben, j'ai dit, bon, moi, je l'aime pas. Déjà, ça commençait bien. Bon. Et ensuite, il m'a amené devant un château. Je dis, mais non, mais nous, on a plein de châteaux en France. Quand même, tu vas pas me faire le coup du château. Ah, la rivalité anglaise. Et voilà. Et là, évidemment, c'était un sublime château qui était tenu par une famille qui était une cousine de la reine. C'était son beau-père. Moi, je savais pas. Hein. Et sa maman, Nicole Millinaire, était une femme fabuleuse parce qu'une écrivain et en même temps artiste. Alors, elle m'a reçue comme si elle me connaissait pour toujours. Et elle m'a dit, ce sont mes parents. Ils habitent au château de Woburn Abbey. Je dis, bon, alors on va y aller. Et c'est là que je vais dormir. Oui, c'est là que tu vas dormir. Alors, le vieux duc de Bedford m'avait dit, vous savez, chez nous, on a des fantômes partout. Je dis, oh, bah, ça commence bien. Ah bon, ça existe? Oui, ça existe. Bon, je ne les ai pas vus, mais c'est pas grave. Et elle était extrêmement gentille. Elle m'a dit, ce soir, on a un grand dîner. On est heureux que vous restiez. J'espère que vous allez rester. Je dis, oui, je peux rester. Il suffit que je prévienne la famille pour leur dire où je suis. Ouais. Quand j'ai prévenu la famille que j'étais chez le duc de Bedford, ça fait des étincelles. No, it's really, yes, Bedford Duke, yes, it's real. Bon, en tout cas, elle m'a dit, il y a un grand dîner, et puis là, je suis arrivée, et je me suis préparée, et là, elle m'a dit, voilà, on a des célébrités, ma petite Chantal, vous allez adorer, on a Terry Stamp, qui est un grand acteur de cinéma,
On a Michael Caine, qui est un grand acteur de théâtre, et nos 4 fous. J'ai dit, mais les 4 fous, c'est qui? Des Beatles qui arrivent en Rolls, une grosse Rolls, Ah, waouh, ok. qui étaient très amis avec Faites quand même des sacrés repas, quand même. Ah bah oui, mais c'était toujours des repas comme ça, c'était pas des repas de camping, non, ça, non. Ils étaient connus déjà, enfin, j'imagine, à Ah cette bah, époque-là. elle, Comment ils ils... chantaient elle, puis c'est en 62. Ah, waouh, ok. Ils commençaient. Mais alors, ce qui était invraisemblable, c'est qu'ils étaient autour d'une table avec nous, Ok. et ils étaient fascinés parce que j'étais française et j'habitais Paris. Oh, Paris, I love Saint-Germain. Je dis, yes, I know. Alors là, c'était la vedette de la soirée. Mais il n'y avait pas de téléphone à l'époque pour faire des photos. Ah bah non, il n'y avait pas On de trouvait ça selfie. naturel. On disait, Bah non. c'est bon, on n'aura pas de souvenirs, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est naturel. Vous parliez de Jean-Jacques Debout tout à l'heure. Alors Jean-Jacques, c'est votre mari, Oui, Jean-Jacques toujours Debout. aujourd'hui. Oui, oui, bien Voilà. sûr. Ah bah, Vous j'avais avez- dit, j'en aurais qu'un dans la vie. Hein. Je ne peux pas en avoir 2, je Bon, ne sais ça pas va. changer. Alors, vous voyez, Vous l'avez rencontré en 62, Oui, c'est ça? c'est ça. J'avais rencontré. Alors, la première rencontre de Jean-Jacques, c'était un mariage. J'étais avec une amie qui m'a dit tu as une robe habillée? J'ai dit moi, j'ai rien. C'est l'été, mais j'ai que ma robe d'été. Hmm. J'ai posé mes affaires à l'entrée. Puis je suis arrivée dans le salon. Et là, je me suis dit qui sont tous ces gens? Alors, là, on était en plein dans les gens de. Comment dire, un hôtel particulier dans le 7e avec des gens de la Jet Society. Donc des gens assez Ouais, élevés qui ont de socialement. l'argent et Ouais. tout ça. Et je me disais, c'est qui tous ces gens? J'attendais. Je me disais, moi, je vais rentrer vers 10 h du soir. Une fois, j'aurais pris des petits fours. J'aurais pris un bon jus d'orange, parce que je ne buvais pas d'alcool. Ok. Et puis là est arrivée Eddie Barclay. Oh, ma copine, elle savait tout, parce elle habitait en France, et moi, j'étais partie en Angleterre à l'époque. D'accord. Ok. Sacha Distel, ça me disait quelque chose, parce que il chantait Scooby-Doo, à l'époque, c'était connu, puis il était avec Brigitte Bardot. Scooby-Dooby-Doo. Oui. Ah, oui, oui. Brigitte Tu as fait des blind Bardot. tests tous les mercredis, Chantal. Ah Donc, ben voilà, Brigitte Bardot, bon, c'est un monument mondial. Et puis Jean-Jacques Debout. Et ils arrivaient tous les 4, tous les 3, d'avoir vu Fats Domino au Palais des Sports. Et c'est bien simple. Alors moi, je me disais, il est marrant celui-là. Il est blond, il a les cheveux tout en fouillis, il a un pull de marin. Et bon, il n'est pas du tout habillé comme les autres. Mais enfin, puis alors, voilà pas qu'il commence à jouer du piano. Et il me voit et il se détache, il vient s'asseoir à côté de moi. Alors là, la copine, ah, c'est Jean-Jacques Debout, je ne sais pas qui c'est. Il dit, mais tu connais pas? Je dis, mais non, je connais les Beatles, je connais Londres, mais je ne connais pas les chanteurs c'est français. bien déjà. Et puis là-dessus, il me dit, écoutez, j'ai l'impression de toujours vous connaître. On se mariera, on aura 2 enfants, vous serez célèbre à 30 ans et vous chanterez à l'opéra. Je dis, il est complètement fou celui-là. Je dis, bah, écoutez, vous savez bien draguer, mais ça ne marche pas. Par contre, si vous avez... Parce que je regardais ma montre, je dis, oh là là, il est minuit, si vous pouvez me ramener chez moi, ça serait bien, parce que mon père, il va pas être content, parce que c'est trop tard. Tout le monde avait des heures de rentrée, on ne rentrait pas n'importe comment. Hein. Évidemment. Même à 18 ans. Hein. Et puis du coup, il m'a ramené parce qu'il habitait Saint-Mandé, il habitait tout près. Et puis moi, pour plus le voir, j'avais donné un faux téléphone. Comme ça, j'étais sûre de plus le voir. Mais manque de Bonne peau. technique. Et finalement, Oui. finalement Manque vous de êtes toujours peau, avec lui. mon frère l'a retrouvé au patin à glace, c'est là où tout le monde allait. Patinoire, ouais. Patinoire. Et puis il l'a retrouvé et il a dit, oh Jean-Jacques, je connais, c'est ma sœur Chantal. Oh, mais c'est pas vrai, je la charge de partout. Et puis je suis en train d'écrire une chanson pour Sylvie Vartan qui s'appelle Tous mes copains. Vous voyez, donc ça date dans les années 62. Et comment vous passez de ça, justement, de cette rencontre, à pas de connaissances dans le cinéma ou dans la musique, à votre carrière? Comment vous démarrez avec Godard? Alors c'est très simple. D'abord, j'ai retrouvé Jean-Jacques, parce que même il fallait le faire, parce que ça, c'est quand même, personne ne fait ça. Moi, il m'intriguait, ce garçon. Il m'intriguait, mais je n'étais pas amoureuse de lui, mais il m'intriguait. Je dis, il est bizarre, il vient me parler de choses incroyables. C'est assez... Parle, quoi. Oui, c'est assez spécial. Et à ce moment-là, il me dit, j'ai écrit une chanson en pensant à vous. Quand je vous ai vu, j'étais tellement amoureux de vous, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Nos doigts se sont croisés. Et je vais la défendre à la Rose d'Or d'Antibes. La Rose d'Or, pour résumer, c'est quoi? C'était un concours de... La Rose d'Or d'Antibes, c'est le grand concours de la chanson française, D'accord. le plus important. D'accord, ok. Vous Ah le bah voyez oui. à l'époque? Mais oui, je vous voyais. Puis après, j'ai tutoyé, mais c'est par respect. Par Oui, respect. mais c'est par respect. Et Il y a des gens aujourd'hui, je vous vois toujours, et je ne peux pas les tutoyer. Hein, C'est vrai ah oui, je ne peux pas. C'est comme ça, c'est dans la vie. Ouais, les gens qui marquent ou les gens Oui, avec qui mais on a créé une on forme de ne peut respect. pas, on peut pas. Il Je n'y a rien comprends. à faire. Vous l'épousez en 66, alors que vous êtes déjà vous êtes enceinte? Oui, alors surtout, à ce moment-là, j'habite à Nogent-sur-Marne avec lui, une maison meublée. Puis j'étais pas contente parce qu'il y avait eu un mort dans la maison. Je dis merde, j'ai dans le lit du mort, on va changer de lit tout de suite. Hein. Alors on a changé le lit. Et puis ensuite, il fallait que j'annonce à mon père et à ma mère que je vivais avec Jean-Jacques. Alors j'avais dit, mais on a chacun notre chambre. Il dit, il y a 2 oreillers, hein. J'ai vu, je connais votre histoire. Hein. Ouais. Moi, je ne peux pas le cacher. Je dis, mais oui, mais je suis amoureux. D'abord, ils aimaient beaucoup Jean-Jacques. Et avant tout ça, pour quand même vous dire, il avait écrit pour Johnny, pour moi, la vie va commencer. Qu'est-ce qui vous manque le plus de cette époque? Ah, Parce ben, que vous étiez jeune, il y avait... déjà tous les gens. Les gens me manquent, tous ces gens merveilleux. Georges Brassens, moi, je les ai tous connus. Hein. Georges Brassens, Tino Rossi, Marlène Dietrich, comment peut-on dire, Johnny, évidemment, Richard Anthony, Franck Alamo,
Je les ai tous connus. Vous étiez proche de Johnny Hallyday d'ailleurs, j'ai cru Pardon comprendre que vous étiez proche de Johnny. Mais Johnny et Sylvie étaient très proches de nous, puisqu'on a eu nos enfants ensemble. Moi, j'ai eu mon fils en 66, et David est né en 66 en août, et Jean-Paul en juin. Et moi, j'habitais à l'époque, j'habitais à Nogent, je suis revenue à Paris, dans le 7e. Et là, pour la naissance de ma fille, elle est née en juillet 68, c'était mai 68. Ah. Donc, c'était la folie à Saint-Germain. Et Jean-Jacques ne trouvait pas mieux de m'amener avec... Sylvie était à la maison, moi j'étais enceinte de 8 mois. Et Jean-Jacques n'avait pas trouvé mieux que de m'amener tous les blessés du boulevard Saint-Germain. C'est-à-dire des ouverts là, alors on bandait les jambes. Je dis, bah, on n'est pas médecin, moi je suis enceinte jusque-là, on n'est pas médecin. Comment alors Sylvie mettait de l'oxygéné, des pansements. Sylvie Vartan. Oui, Ouais. bah oui, on était très proches. Johnny était là aussi, et lui, il était parti à l'époque à Saint-Tropez pendant les problèmes des mai 68, mais on a vécu des trucs de fou. Et après, on a continué. Alors moi, à l'époque, pour chanter, pour que je vous explique, c'est quand j'étais à Nogent-sur-Marne, j'ai dit à Jean-Jacques, moi, je voudrais être journaliste, comment peut-on faire? Il m'a dit, bah, je vais te présenter Daniel Philippaki, qui est le big boss de Salut les copains, du journal, de la radio, et on va voir ce qu'on va faire. Alors, je vais le voir avec Jean-Jacques, et comme il aimait beaucoup Jean-Jacques, parce qu'il venait d'écrire Pour moi, la vie va commencer, et tous mes copains à Sylvie, c'était la même famille, tout ça. Et il me regarde et il dit à Jean-Jacques, tu peux lui écrire une chanson? Moi, je dis, je ne veux pas chanter, non, je voulais être journaliste. Est-ce qu'il n'y a pas un poste chez vous? Moi, je sais ce que je veux. J'ai une correspondance dans un journal anglais. Okay. Et je pourrais faire un truc dans la mode entre l'Angleterre et la France. Ah, vous avez déjà prévu un peu votre chemin? Moi, j'ai toujours su ce que je voulais. Hein. Ok. Ah, toujours. Je sais surtout ce que je ne veux pas. Ok, oui, c'est important. Voilà. Alors là-dessus, je lui dis ça. Et je dis, mais Daniel, je m'excuse, mais je ne sais pas chanter. Et puis, ce n'est pas mon univers. Je ne sais pas chanter. Je ne veux pas être connue. Je voudrais être... Voilà, pour commencer, parce que mon rêve, c'est d'être grand reporter un jour. Et commencer petit pour arriver après, partir à l'étranger. Alors, il me dit, non, il faut que tu chantes. Parce que moi, je produis Sylvie, qui est la blonde, et je voudrais la brune Chantal. Alors, il demande à Jean-Jacques une chanson, et Jean-Jacques me fait « C'est bien Bernard, le plus vénère de la bande ». Je dis « Mais c'est quoi cette histoire ?» Et je me mets à chanter. Et puis, il avait mis un guitariste qui est très, très connu, américain, qui s'appelle Mickey Baker. Et du coup, voilà, pas que il le met à Salut les combats, j'en vends 1 million. En plus, il me prend non seulement... Il prend ma voix pour chanter, mais il prend mon visage pour faire des photos de mode. Donc je me retrouve dans tout journal de Mademoiselle Ashton. C'est d'anonyme à très connu rapidement, en fait. Ah voilà, d'un coup. Ouais. Et là, je fais pas attention. J'avais des copains qui étaient photographes. On a fait plein de photos. Ça m'amusait. Tout m'amusait. Hein, ceci dit, j'avais pas d'angoisse. Tout m'amusait. Après, Daniel m'appelle et me dit maintenant, j'ai encore une nouvelle à t'annoncer. Je dis qu'est-ce que tu vas m'annoncer? Alors d'abord, j'ai fait un album et puis j'ai vu un monsieur dans la rue, un japonais qui me demande en anglais où est la maison de disque à RCA Records. Je dis là-bas, je connais, c'est ma maison, et je lui donne un disque. Et Daniel Philippaki m'appelle, mon producteur, et il me dit viens dans le bureau. Je dis ça y est, j'ai fini le contrat, on fait autre chose. Il me dit non, je vais te montrer quelque chose. Et là, il ouvre un grand catalogue qui s'appelle le Cashbox. C'est la température dans le monde entier des chanteurs. Et il me dit regarde, qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as vu? Regarde. Et je vois que je suis numéro 3 au Japon. Il y avait Elvis Presley numéro 1, It's Now or Never, les Rolling Stones, I Can Get No, et Chantal Goya, une écharpe, une rose. Je dis, je sais pas, j'ai vu un bonhomme dans la rue, j'ai donné mon disque. Il m'a dit, ce monsieur est propriétaire de 40 chaînes, il a passé ton disque tous les jours, et c'est devenu un hit énorme. Vous avez une carrière au Japon sans le savoir? Je ne suis jamais allée, en plus. Ah, vous n'êtes jamais allée au Japon? Non, j'ai pas allé au Japon. Non, je ne savais pas comment joindre les gens, parce que moi, si on m'a dit pas qui voir et quoi faire, je ne vais pas y aller comme ça. Autant en France, je peux me débrouiller, mais là-bas... Vous m'avez dit tout à l'heure, avant qu'on commence l'interview, je ne suis pas carriériste, moi, l'idée de carrière, ça me pose... Non, on n'a pas été élevés comme ça. Notre époque n'a pas été élevée comme ça. On ne faisait pas une carrière, il y avait des événements énormes provoqués par quelqu'un comme Daniel Philippaki, par exemple, La Nation, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, ça a été fait comme ça, ensemble. Les Carpentiers, c'était des amis et c'était ensemble. Mais ce n'était pas une carrière, je veux faire un disque, je veux faire un tube. Pour vous dire que Daniel m'appelle et me dit, écoute, le disque marche très bien, mais il y a quelque chose d'énorme qui vient d'arriver. Tu sais que je suis propriétaire des Cahiers du cinéma? Je dis oui, et alors? Il me dit, il y a quelqu'un qui te veut absolument, tu tournerais dans 3 jours, c'est Jean-Luc Godard. Alors là, je savais qui c'était Jean-Luc Godard, parce que moi, j'avais vu Pierrot le Fou, j'avais vu Belmondo, j'étais dans un milieu cinématographique chez moi à Nogent, parce que j'avais pas mal de comédiens qui travaillaient plus, comme Claude Berry, Roger Dumas. Et quand je leur ai annoncé que je faisais Godard, il m'a dit, quoi? Mais la chance que tu as. Mais je dis, oui, mais comment je vais faire? Je ne suis pas comédienne. Alors est arrivée une 2 chevaux avec l'assistant du réalisateur. Et je lui avais dit, on est maquillés. Il me dit, rien du tout, vous n'êtes pas maquillés. On va tourner, il n'y a pas de scénario, c'est Godard. Ah, Godard faisait comme ça? Ah, Godard, c'était génial. Parce que vous arrivez dans un café, et puis vous êtes, voilà, c'est Jean-Pierre Léaud, c'est Marlène Jobert. Alors on se dit bonjour. Et puis il y a une porte qui s'ouvre et rentre Bardot. Oh, Brigitte Bardot. Il a la scène, c'est bon.
Il a la séquence, en une prise. Ah oui, ça, vous ne remettez pas avec... Ah non, non, on va pas recommencer. Non, non, il a la prise. Brigitte Bardot, et ben voilà. à la Et réaction après, naturelle, ouais. Et puis après, ah ben oui, ça c'est le côté de génie de Godard. Vous savez, là aujourd'hui, il y a un grand festival du film en Italie et ils me demandent de venir, ou en tout cas de faire une grosse interview parce qu'ils vont passer masculin-féminin en film vedette. Mais il est passé partout ce film, partout. Ouais. Parce qu'il était très en avance sur la génération qu'on vivait. On nous appelait la génération Coca-Cola et Karl Marx. Quand Votre vous époque avez, oui, Coca-Cola. Et moi, je me souviens que quand j'avais, donc au moment de tourner, il y avait des affiches de moi dans un journal qui s'appelle Candide. C'était moi en gros plan dans le film de Godard. Et il y avait marqué « Ces horribles petites Françaises sont-elles vos filles ?» C'était ma tête. Hein, oui, je suis habituée. Hein. Bien, alors moi, je prenais ma voiture titres. et j'arrachais tous les... La nuit, je partais avec des copains, on arrachait toutes les affiches sur les murs, direct. Avant de commencer à chanter pour les enfants, Oui. vous avez eu des enfants, vous en Oui. parliez un peu plus tôt, vous étiez enceinte. Jean-Paul et Clarisse, 66 et 68, les 2 Oui. années de naissance. Vous étiez jeune, vous avez 24 ans. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que vous mettez votre carrière entre parenthèses? Est-ce que vous vous dites, maintenant c'est dans Non, notre on maman? a d'abord habité à la campagne. On s'est dit, pour pas aller travailler dans les squares, à attendre pendant 3 heures que Guignol soit passé et que le marchand de bonbons soit passé, alors là, ça c'est pas possible. J'ai dit à Jean-Jacques, il fallait acheter une maison. Comme ça, au moins, on sera à la campagne l'été, l'hiver et les vacances. Au moins, on sait où on sera tous ensemble. Donc, on est parti à la campagne. Il a acheté une énorme maison rectangulaire, comme une gendarmerie, et il a collé 2 tours. Ça faisait comme un petit château. Ah oui, ok. Et ça, ok. c'est les idées de Jean-Jacques. Et puis après, on avait tous les copains qui sont venus le week-end, mais tout le monde venait à la maison, parce que moi, j'étais porte ouverte avec tout le monde. Et j'ai commencé à chanter. J'étais dans mon jardin quand Mariti Carpentier m'appelle, parce que c'était les émissions où elle m'a dit, je voudrais que Jean-Jacques fasse des nouvelles émissions qui s'appelleraient numéro 1, sous forme d'histoire, comme des mini-comédies musicales. D'accord. Alors je dis, je préviens Jean-Jacques tout de suite. Et Jean-Jacques dit, ah, mais c'est génial, j'ai plein d'idées. Moi qui aime tellement Judy Garland, qui aime toutes les comédies musicales américaines, je sais comment faire. Donc il a commencé. Et dans une des comédies musicales où il y avait Carlos qui était habillé en grenouille, en je sais pas quoi, en poulet, suivi par un cuisinier qui courait derrière lui. Enfin, je vous dis pas le trucage, comment on s'en servait. Et là-dessus, j'ai dit à Jean-Jacques, oh, ce que c'est drôle. Moi, en tout cas, je trouve que c'est génial. Ces émissions sont drôles. Et tout d'un coup, Mariti me dit, est-ce que tu es libre pour faire une chanson parce que Brigitte Bardot est malade? Est-ce que tu peux venir chanter? J'ai dit, Mariti, je suis dans les potagers, je voudrais monter les carottes, les tomates, tout ça, mettre des fils. Ah, vous avez mis entre parenthèses... ouais. Ah ben, j'étais pas dans la chanson, j'avais arrêté la chanson. Et j'avais arrêté le cinéma aussi. C'était bien, c'était Non. bon sur le moment, mais finalement... c'est pas Je ce que vous comprenais rien vouliez. au scénario déjà. Je me disais toujours à Jean-Pierre Mariel, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a fait un truc, je comprends pas pourquoi on l'a fait là, alors qu'on devrait le faire après. Il dit, mais non, mais on tourne des séquences, ça peut... Alors, à un moment, je dis, mais je fais quoi comme rôle? Je me souviens, tu fais le rôle d'une fille des rues. Fille des rues? Oh, c'est pas vrai. Il dit, oui, tu prendras ton sac, tu le tournes, et puis il y a des mecs qui viendront pour te demander si tu es libre. Je dis, mais ça va pas, non? Ah, mais moi, je tourne pas ça. Je commençais à gueuler, tu vois. Ouais. Et puis là-dessus, il m'a dit, mais c'est un rôle de comédienne. J'ai dit, mais tu te rends compte, même mes parents, ma famille, qu'est-ce qu'ils vont dire, et mes amis? J'ai jamais fait ça de ma vie, je sais même pas comment... Je sais pas comment on fait tout ça. Ah, mais t'es pas comédienne? Mais non, je suis pas comédienne. Bon, enfin, il m'a montré, mais c'était... Donc le fait d'avoir des enfants, ça change une vie. Enfin, tous les parents, moi je suis pas Oui. parent encore, mais tous les parents le disent en général. Est-ce que vous mettez de côté un peu le cinéma, la musique? Comment... C'est-à-dire que moi, j'ai considéré que le cinéma, quand j'avais terminé de tourner un film, c'était fini dans ma tête. J'arrêtais. La preuve, c'est que quand Godard a été tourné, on m'a demandé... alors j'étais enceinte en plus. Hein. J'étais enceinte quand j'ai tourné Godard. Personne ne le savait, que moi et Marlène Jobert. Et je me souviens que Godard m'avait dit, il faudra te mettre à poil. Je dis, moi à poil, je vous ai prévenu que moi, je ne tournerai jamais à poil, j'embrasserai personne. Il m'a dit, ta carrière s'arrêtera. Je dis, je m'en fous. De toute manière, moi, ce qui m'intéresse, vedette, tu seras jamais vedette. Je dis, ça m'est égal, j'en ai à la maison, c'est ma machine à laver. J'avais toujours la réponse à tout, hein, de toute manière. Ah non, mais je ne prenais pas la tête. Alors il disait, elle est invraisemblable, celle-là. Et après, vu le succès du film, qui était très, très gros, tout le monde me voulait, surtout les metteurs en série italiens. Alors je dis, bon, je vais aller à Rome. Alors je partais à Rome, j'allais voir Vittorio Gassman, qui dit, mais c'est une gamine, qu'est-ce que je vais aller coucher? Ah, quoi, coucher avec vous? Mais il n'en a même pas question. Non, non. Ah ouais, il y a eu ce Alors genre hop, de... je prenais l'avion dans l'autre sens. Je dis, je m'en vais. Après, j'étais en Allemagne pour tourner un grand film. J'ai même ruiné la production parce qu'il m'avait demandé, j'ai dit, je vous préviens, il n'y a pas de fiancé, il n'y a pas de coucherie, il n'y a rien. Parce que moi, je suis comme ça. Il n'y a pas de carrière, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Il y a tellement de belles choses à faire dans la vie qu'on ne va pas se coincer dans une carrière quand même. Ils vont pas vous forcer à faire quelque chose que vous voulez pas Non, faire. surtout moi. Alors là, même pas en rêve. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont habillée. C'était un film genre Sissi, avec des comédiens. Et je dis, je suis sûre qu'ils me le disent pas, mais qu'il va y avoir un espèce de fiancé effrayant qui va arriver dans la forêt, là-bas, la forêt bavaroise.
Eh ben, ça n'a pas loupé. Un bonhomme effrayant, qui avait les cheveux comme ça, comme Hitler, et la moustache. Je dis, mais dis donc, on dirait Hitler, moi, j'en veux pas. Je me casse, je m'en vais. J'ai donné mon tablier, j'ai tout enlevé. J'ai pris le train, et je suis rentrée à la maison. La preuve, c'est Jean-Jacques me dit, mais ça fait 2 jours que t'es parti. Je me dis, c'est va, je vais te raconter ce qui s'est passé. Ils m'ont mis un bonhomme qui ressemble à Hitler, ça va pas, non? Bon, drôle, le film n'a plus eu lieu. Alors, si vous voulez, je ne suis pas faite pour les choses qui ne me correspondent pas. Hein. Et puis moi, je ne suis pas soumise, moi. Je ne suis pas quelqu'un qui aime bien faire les choses bien quand ça me plaît, parce que je suis très carrée. Mais si ça ne me plaît pas, je n'ai pas honte à dire non, non, ça ne m'intéresse pas. Je comprends. Comment vous démarrez les chansons pour les enfants? Parce que c'est notre univers, alors, ça. Mariette Carpentier m'appelle, il me dit, il manque une chanson, Brigitte Bardot est malade, est-ce que tu peux la remplacer dans les 2 jours? J'ai dit, Mariette, j'ai pas de chanson. Et là, Jean-Jacques me dit, j'ai une idée. C'est là où j'ai un mari génial, il me dit, j'ai une idée, je vais te faire une jolie chanson qui va parler de la Martinique, où est née ta maman. Tu vas faire un rôle d'une maîtresse d'école qui quitte les îles. Et ça s'appellera Adieu les jolis foulards. Donc je suis venue avec tout mon village, les gosses du village, mes enfants, et on a fait Adieu les jolis foulards, adieu tous les madras. Et quand l'émission est passée, en 3 heures, enfin dans la journée, ils recevaient le lendemain, on va dire, plus de 500 000 lettres à TF1 de l'époque. TF1, pas public, pas privé. Ouais. Et Mariette m'a dit, alors là, maintenant, tu peux te consacrer aux enfants. On a reçu partout des lettres. Comme la chanson, elle appartient à l'SFP, il faut que tu la rechantes. SFP, c'est quoi? Société française de production. Ok, voilà. C'est de là que partaient toutes les émissions les plus importantes. Il n'y avait pas de producteurs indépendants qui vendaient leurs émissions où nous, on ne touche rien. Ça n'existe pas. Hein. À l'époque, on avait tous un cachet. Ça aussi, ça n'existe plus maintenant, les cachets. On n'a que le cachet d'aspirine maintenant. Bon, enfin, en tout cas, nous, on avait des cachets et on avait surtout la chance de passer devant je sais pas, 20, 30 millions de gens, avec 3 chaînes. Oui, forcément, ça diminue le... Alors, c'était l'hystérie. Puis, ils ont remarqué cette jeune fille avec les enfants. Et puis là-dessus, j'ai dit, bon, on va reprendre la chanson. À ce moment-là, mon papa, il décède. C'est en 75. Il meurt, il avait à peine 55 ans. D'accord. Il est mort des suites du paludisme, un cancer généralisé. Et il me dit, je vais vous donner à tous un peu d'argent pour que tu le consacres, toi, aux enfants. Et il m'avait donné 2 briques. Et à ce moment-là, j'ai fait mon album, j'ai refait le disque pour qu'il soit... dont je peux être la propriétaire et l'amener à une maison de disques. D'accord. Parce qu'il y a eu tellement de demandes. Alors, je suis arrivée, j'ai pas fait mon album. Derrière, j'avais pas assez d'argent. J'ai mis la même chanson, mais juste la musique, pas les paroles. La version orchestrale. Puis j'ai fait la tournée des maisons de disques moi-même. Vous voyez, encore quelque chose qu'on faisait soi-même. Et là, non, il y a Claude François. Les enfants, c'est pas commercial. Je dis, mais attendez, il y a 500 000 lettres. Bon, écoutez, tant pis. Moi, j'adore Claude François, j'adore tout ce qu'il fait. Ouais. Et je laisse le disque dans la voiture, puis on verra bien plus tard. Hein. Donc, j'avais abandonné parce que je m'étais dit, non, moi, mon truc, c'est d'être journaliste quand même. Ah, vous avez quand même ça encore en tête? Oui, toujours dans ma tête. Je me suis dit, quand même, les grands reporters, c'est quand même bien. Et puis, on est allé voir au Rex, le petit Rex, un grand artiste à minuit. Il n'y a pas d'heure pour aller voir un artiste. Et là, Jean-Jacques, il me dit, le monsieur qui est là devant, je suis sûre qu'il va te parler, il est très important. Alors, à l'entracte, il est venu me voir, il m'a dit, c'était si joli cette chanson que vous avez chantée chez les Carpentiers. Qui en est le producteur? Je dis, moi, avec l'argent de mon père, vous avez une maison de disques? Je dis, non, j'ai rien, personne m'écoute et la bande est dans la voiture. Ah, wow. Il m'a dit, venez me voir demain matin, très tôt, et je sors le disque tout de suite. C'était le PDG des disques RCA, François Daclar. Et vous sortez le... Donc, j'ai amené dans mon sac en plastique ma bande, il a sorti 1 million de disques, et après on a fait 40 millions de disques ensemble. Vous voyez, ça tenait à pas grand-chose, à quelqu'un de plus sensible que les autres. Et vous êtes resté fidèle à cette personne-là? Ah oui, toujours. Moi, je reste fidèle à tout le monde. Moi, je ne sais pas changer, je vous dis, le même mari, la même tête, la même coiffure, les mêmes chansons, c'est pas... et le même public qui grandit. Le seul que je connais pas, c'est les petits bouts qui arrivent au fur et à mesure des années. Ils viennent parce que les parents les amènent? Oui, et puis ils connaissent Chantal Goya, ils viennent habillés en bécassine maintenant. Il y en a partout. C'est fou. Partout. J'ai des photos sur scène dernièrement, j'en avais 200 autour de moi. Et il y en a une qui me pince, elle me pince fort. Je dis, mais qu'est-ce que tu as à me pincer comme ça va pas? Elle me dit, mais je veux voir si t'es vrai. Je dis, dis donc, j'aurais un nœud à la fesse maintenant. Vous êtes vrai, hein, on peut le confirmer, hein, tout le monde ici dans le studio. Oui. Bécassine est sur le premier album que vous sortez avec RCA? Alors, RCA, c'est moi qui produis tout. Parce que, évidemment, l'histoire, c'est qu'il fallait que je produise moi-même. Donc, je m'aperçois qu'à Paris, j'ai la voix enrouée. Ça commence. Je dis, non, je vous ai dit que j'ai pas une voix de chanteuse. Alors Jean-Jacques dit, c'est pas compliqué. On avait un arrangeur formidable qui s'appelle Jean-Daniel Mercier, qui n'est plus là, hélas, mais qui travaillait beaucoup avec Jean-Jacques, nuit et jour. Et il composait, Jean-Jacques, des musiques. Et Jean-Daniel faisait les arrangements avec Jean-Jacques. Et puis, à un moment, il me dit, mais elle n'a pas la voix qui est claire, il faut trouver un autre studio. Alors, on met toutes les bandes dans du papier alu, on prend l'avion pour le sud,
Et là, on avait un studio que connaissait Jean-Jacques et Jean-Daniel Mercier qui s'appelle le studio Miraval, qui est aujourd'hui la maison de Brad Pitt et d'Angelina Jolie. D'accord. Donc ok. j'ai enregistré là, où il y avait aussi des groupes américains très connus. Et je prenais juillet et août. Et en même temps, j'avais les petits chanteurs d'ex qui faisaient les voix d'enfants. Donc on travaillait pendant 2 mois à chaque fois. Et les petits chanteurs d'ex qui étaient ahurissants, c'est qu'ils parlent avec l'accent du Sud. Ah oui, Hein, alors pagnolesque, c'était, quoi. Ce Ouais. matin, un lapin. Je dis, oh là là, comment leur dire? Ce matin, un lapin, Embrasse c'est le trop Sud. mignon. Bon, alors j'aurais expliqué un petit peu plus comment dire, Moins droit. accentué, ouais. droit. Après, on avait la chanson C'est Guignol. Alors, ils avaient mis au premier rang le meilleur chanteur. Ils avaient C'est Guignol, c'est Guignol. J'ai dit, non, faut pas. Oh, ben non, là, on est à l'opéra, ça va plus du tout. Non, mais on avait des fous rires parce qu'on avait toujours des... Et finalement, ils ont très bien chanté. Et j'ai fait tous mes albums là-bas parce que j'avais la voix claire. Est-ce que vous aviez envie de chanter pour les enfants ou est-ce que vous aimiez les enfants? Ah, moi, Parce j'adore les enfants. Automatiquement, j'adore les enfants. Moi, je les comprends et ils me comprennent. Vous savez, dans le monde des enfants, si un enfant n'aime pas quelqu'un, il ne vient pas. Hein. Ah ben non, c'est pas possible. Vous obligez pas un enfant. Aujourd'hui, je vois, hein, je regarde bien, parce que bien sûr qu'il y a tous les anciens qui sont là, tous ceux qui m'ont connu petit. Parce que moi, j'arrive sur scène, je dis, quand je pense que vous êtes tous connus, vous étiez des enfants. Et aujourd'hui, vous êtes avec vos enfants, qui ont l'âge que vous aviez à l'époque. Pas beaucoup d'artistes peuvent dire ça. Parce qu'il y en a qui disent, oh là là, dire ça, ça vieillit. Moi, je m'en fous de l'âge. Moi, déjà, à mon âge, je me demande si pas en Indochine, ils ont trafiqué, j'en sais rien, mais je fais pas l'âge déjà, ça marche pas. Bon, tant pis, ça marche pas. C'est la chose qui marche pas, tiens, dans ma vie. Mais autrement, les enfants, ils courent sur scène pour m'embrasser. Je les connais pas, ils me connaissent pas. Ils me connaissent à travers Internet, voilà, à travers le téléphone. Donc c'est une bonne chose finalement. On disait que c'était pas Oui, forcément. c'est bien ça a des pour bons ça, côtés. mais c'est pas bien quand les gens démolissent tout le monde gratuitement. J'ai horreur de ça, moi. Je comprends. L'album sort, enfin, ça cartonne. Enfin, les personnages que vous faites cartonnent. Alors oui, alors donc, il y avait un numéro 1 des Carpentiers, et dans un numéro 1, Sylvie, Johnny et Carlos étaient habillés en américain, en troufion, et elle en fille de l'indépendance, quoi, avec voilà, avec les cheveux comme ça, le bebop, tout ça. Et il y avait une chanson, et moi j'ai dit, la musique, elle est drôlement jolie, pourquoi on s'en servirait pas pour moi? Et Jean-Jacques me dit, bah alors on va demander au Carpentier, qui dit, oui, la musique, on n'en fera rien. Elle est à Jean-Jacques, tu peux mettre des paroles. Et on a mis Allons chanter avec Mickey dessus. Okay. Avant, c'était en anglais, en français. Johnny chantait avec Sylvie et Carlos. Bon, alors moi, je me suis dit, mais maintenant, moi, j'étais aux États-Unis avec mes enfants qui étaient petits. Pourquoi on ne montrerait pas Mickey et Minnie au français, alors qu'on n'avait que le journal de Mickey? Ouais, on n'avait rien, hein. Alors moi, je me dis, bon, ben, c'est pas compliqué, je vais prendre l'annuaire de téléphone, je vais voir qui c'est le PDG de Walt Disney. Je l'ai trouvé. Classique, vous se trouvez en général. Bah non, bah oui, bah je le vois bien. Et puis je me dis, je vais aller le voir. Alors j'ai appelé. Et puis là, il m'a donné un rendez-vous. Et très gentil, le PDG, très simple. Et il me dit, qu'est-ce que vous voulez? J'avais mon cahier. Je dis, écoutez, voilà, je vais vous chanter une chanson et je voudrais Mickey et Minnie. Oh, fantastique, mais bravo, mais c'est une bonne idée. Alors je fais, allons chanter avec Mickey. Non, mais Mickey. Allons danser avec Minnie, avec Donald, avec Goofy. Je mets tous les personnages qu'avait écrit Jean-Jacques Debout, hein. D'accord. Okay. Et là-dessus, c'est pour ça que dans la chanson, et mes jeux. Alors moi, je fais Je connais un pays au ciel toujours bleu. Ah, les enfants, ils disaient Emmène-nous, Marie-Rose. Et c'est comme ça qu'est venu le nom de Marie-Rose. Votre personnage. De personnage de spectacle à travers cette chanson. Et il m'a donné Mickey, Minnie et tous les personnages. Et au même moment, Jacques Martin m'appelle et me dit Chantal, on était en 77, je vais faire l'école des fans et je voudrais que tu reçois la marraine. Et je dis, j'ai un beau cadeau, j'ai Mickey et Minnie qui va venir à la télévision avec tous les personnages. Et alors là, je vous dis pas. Là, c'était 1 million de disques en 8 jours. On faisait 20 000 disques par jour, nous. En on faisait pas... Hein? En vente? En vente, oui. On faisait, mettons, Daniel Gilbert, on faisait 30 000 disques par jour. On faisait Guy Lux, on en faisait 20 000. Pareil, non, mais ça n'existe plus aujourd'hui. On fait 20 000, c'est le grand maximum, c'est tout, et encore. La question que je me pose, c'est quand même, vous avez Mickey et Minnie, vous avez des personnages, il y a Tintin, il y a pas mal de... Il y a Pinocchio. Tintin, c'est Hergé qui m'a appelé, pareil. Il m'a dit, j'aimerais tellement que Tintin venait à la maison déjeuner, j'aimerais que Tintin soit dans vos spectacles, comme ça on ne dira plus que Tintin est misogyne. Schulz, c'est pareil, il m'a appelé des États-Unis pour mettre Snoopy. Ça se passait comme ça, parce qu'il savait que j'étais vendeur et qu'un passage à la télé, eux, ils vendaient des livres, ils vendaient tout derrière. Hein. Moi, je ne demandais rien que ceux-là, ils demandaient tout ça. Ah ouais, ils vous ont contacté. Enfin, mais c'est fou parce qu'aujourd'hui, on se dit que si on doit avoir la moindre autorisation d'une marque, quelque chose, il y a des contrats, il y a cette parce image. que tout a été fait comme ça maintenant. Moi, j'ai Chantal Goya, c'est une marque. Ah oui, okay. Depuis toujours, oui. Ah, vous avez déposé Chantal Goya avec les petits cœurs, les petits lapins, tout. Ah ouais. Ben oui, mais ça, je l'ai fait à l'époque parce que j'avais fait une boutique qui s'appelait la boutique de Chantal Goya. D'accord, c'est pour ça. J'avais fait un logo. À l'époque, vous aviez plus de 35 ans et vous aviez eu une carrière de cinéma, une carrière de choses plus
sérieuse dans l'esprit des gens. Parce Oui, que oui, c'est très pas pour intello. enfants, très intello. Nouvelle Vague, entre autres. Oui. Est-ce que vous vous êtes dit, la chanson pour enfants, c'est un temps, mais je ferai pas ça toute ma vie, ou est-ce que vous avez Ah pas... non. Non. Non, non. Les gens ne comprenaient pas, les grands journalistes intello ne comprenaient pas comment je suis passée de Bécassine, de Godard, masculin féminin à Bécassine. Pour eux, c'était un gros mot. J'ai dit, bah, écoutez, c'est pas grave, moi j'adore Bécassine, et vous resterez toujours intello dans votre coin, c'est pas grave. Moi j'avais la réponse, attendez, je leur répondais. Hein. Vous avez le sentiment d'avoir été jugé parfois par... Toujours vos jugé, mais j'en avais rien à faire. Toujours jugé, toujours méprisé, toujours oh là là, gna gna gna, elle est con, elle est cucu, elle est conne, tout ça, ben, c'est pas grave, maintenant il y a un i devant. C'est icône. Ah oui. Eh ben oui, voilà. Indémodable. Qu'est-ce qu'on... Et ils sont passés où tous ces gens qui m'aimaient pas, ils sont plus là. Hmm. Pas grave, hein, on continue. Non, la chance que j'ai, je pense que c'est une qualité, c'est que j'ai jamais rouspété, j'ai jamais dit si, il m'a fait ça. J'ai jamais dit tout ça, j'avance avec le sourire et puis c'est tout. C'est ce que m'a toujours appris ma grand-mère. Avance, t'as tes deux bras, tes deux jambes, on t'a pas coupé la tête, avance. Ah, vous avez gardé ça? Ah oui, toujours. Ok. Parce que c'est vrai que c'est un milieu qui semble être quelque chose d'assez complexe, avec des gens peut-être qui vont être malveillants. Est-ce que vous avez vu, vous, dans votre vie, des gens qui ont essayé de, je sais pas, de vous arnaquer, de vous Oui, bah, faire des choses mauvaises? Bien sûr, dans les émissions de télévision, il y a des gens qui ont fait une émission qui a fait un scandale, mais moi je m'en fous parce que moi ça m'a fait avancer. Et eux, ils sont plus là. Ouais. C'est pas grave. La vie continue. Vous avez eu envie d'avoir une revanche sur peut-être ces gens-là? Non, ma revanche, c'est pas... Moi j'ai la chance d'avoir un public qui m'aime et qui m'a toujours bien jugé. Et le public ne se trompe jamais, vous savez. Quand on sait ça dans la vie, que le public ne se trompe pas, c'est une grande force parce qu'il vous aide et vous porte. Et même si j'arrête... parce que la force des choses me demande d'arrêter, ben je continue dans la rue avec le public. C'est pas grave, on n'a pas besoin d'être sur une scène. On se met au coin de la rue et on chante ensemble. Je voulais poser des questions, moi, sur la notoriété. Parce que ça change une vie quand Oui. même d'être reconnu par les enfants, par les parents, par... comment vous expliquez déjà le succès? Pourquoi ça fédère autant de personnes autour de vous? Ben, le succès, ça vient de la qualité des chansons, de mes spectacles. Il ne faut pas oublier que la marque Chantal Goya, ce sont des beaux spectacles qui ont été créés par des chants formidables. Ça n'existait pas à l'époque. Je me souviens que quand on a fait un soulier qui vole, ça venait d'une idée de Jean-Jacques, qui a vu un petit garçon qui faisait voler le soulier de son papa dans un avion pour aller à New York. Et il m'a dit, j'ai l'idée de ton spectacle, mais par contre, il savait s'entourer de gens très importants, comme Pierre Simonini pour les décors qui vient de l'opéra, Philippe Binot, que j'avais vu aussi, qui faisait tous les costumes de Nourieff à l'opéra et à qui j'ai demandé mes robes de scène. D'accord. Okay. Et puis, la qualité des chansons, la qualité du spectacle, les personnages, tout ça collait. Vous savez, il y a quelqu'un de très important qui s'appelle Jean-Paul Goude, qui est un ami intime de Jean-Jacques, et qui sont connus, ils avaient tout petits. Il était venu voir mes spectacles, je me suis dit, quand même, lui, qui est un grand publiciste, qui fait des choses formidables, qui a inventé Grace Jones, tout ça, qu'est-ce qu'il va dire de moi? Et il a dit une chose vraie, il a dit, Chantal, elle est totalement en osmose avec elle-même. C'est-à-dire que ce que je fais, ça correspond à moi. Il n'y a pas de deux personnalités. Non, mais ça correspond à ma façon d'être. C'est ce que vous êtes. Et la chance, c'est que Jean-Jacques Debout, qui est celui qui a tout inventé, c'est lui qui savait que j'avais tout ça en moi. Moi, je ne savais pas. Parce que moi, comment dites-vous, je sache ce que j'ai en moi. Mais lui, il voit l'invisible. Il voit ce qu'on a en soi et qu'on ne sait pas. Il a souvent dit, même à Sylvie Vartan, je vais t'écrire une belle revue, je te vois un peu comme une jolie Marlène blonde, et il l'a écrit comme un garçon. Il a écrit beaucoup de chansons, pour Johnny aussi, mais il voit les choses finies. C'est un vrai créateur, d'abord, c'est un grand mélodiste. Les mélodies, elles ne sont pas démodées. La chanson du lapin, ça vient à la campagne, quand mes enfants étaient petits. Ils sont allés faire des cabanes avec tous les gosses du village. C'est tout à fait cohérent. Et Jean-Jacques était au piano avec Roger Dumas en train d'écrire pour les numéros 1. Et là, je vois arriver une horde de chasseurs. Je dis, oh là, c'est quoi tout ça? Et alors, tous habillés, alors comme s'ils allaient, je sais pas moi, à la guerre. Et là-dessus, il me dit, où est la maîtresse de maison? Je dis, c'est moi. Il me dit, non, vous êtes la fille. Je dis, non, c'est moi la maman. Il me dit, bon, alors il me dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, tous nos pneus sont dégonflés, on peut plus rentrer à Paris. On a vu des garnements qui se sont acharnés sur nos pneus. Tout ça parce qu'on a des fusils pour la chasse. Et là-dessus, la horde de gamins est arrivée, avec mon fils en tête qui avait 8 ans et qui dit, on en a marre de ces chasseurs. Et si les lapins avaient des mousquetons, vous tirez dessus. Et nous, on a dégonflé vos pneus parce qu'on a mis des pailles dans les valves. Ça, c'est un truc de la campagne, il ne faut pas faire ça. Hein. Des pailles dans les valves, et puis... Pfft. Alors je me dis, oh là là, il va falloir... Allez, déjà qu'on n'a pas de quoi faire la toiture, il va falloir payer les Oh non, quel dimanche effrayant. Et j'ai dit, écoutez, venez à la maison, on va boire un coup. J'ai du saucisson, du bon vin rouge. Allez, venez à la maison, on va tous... Ils sont arrivés, et les enfants étaient derrière. Et là-dessus, Jean-Jacques était au piano, et là, il a dit, moi, j'ai une idée de chanson pour vous. Il a vraiment fait ce matin un lapin
a tué un chasseur. Et les gosses, là, 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 là. Ah, wow. Et là, Jean-Jacques m'a dit, oh là là, ce geste, si tu peux le faire à la télé, tu fais le cri de ralliement de tous les gosses. C'est comme ça qu'on l'a fait. Vous voyez, tout se passait comme ça, à travers des histoires vraies. Et finalement, les chasseurs, ils sont repartis. Ils étaient heureux d'être chez Jean-Jacques Debout et Chantal Goya, mais ça n'a pas fait une histoire. Au contraire, ils étaient très, très, très contents et rigolaient. Parce que quand on reviendra à Bordeaux, on chantera cette chanson. Mais la notoriété, moi, j'ai toujours su l'organiser, la gérer, parce que moi, je suis double, je suis une Gémeaux. Donc, il y a celle qui est sur scène, et quand elle enlève sa robe, je redeviens l'autre. Donc, l'autre, eh bien, il ne faut pas m'empêcher d'aller faire mes courses, d'aller voir des amis, de prendre le métro. Si j'ai pris une fois le métro il n'y a pas longtemps, et puis il y a tout un groupe qui a dit « Oh là là, la Goya, elle n'a plus de thunes, elle prend le métro. » Je suis sortie vite à la station d'après. Maintenant, il pleuvait des cordes. J'ai dit, comment je vais faire pour aller j'ai 3 stations. Alors, j'ai vu ça. Après, il y a un clochard qui a chanté le lapin. Ce matin, la J'ai dit, ben, c'est bien. Alors, tout le monde m'a applaudi. Enfin, ça faisait le happening dans la rame de métro. C'est quand même drôle. Et comme je suis quelqu'un de pas compliqué, moi, quand je prends le train pour aller à Châteauroux, je fais des selfies avec tous les contrôleurs. Puis je les invite au spectacle. Alors, il y a le contrôleur Paris-Bordeaux, il y a le Limoges-Paris, le Châteauroux-Paris, le Toulouse-Paris. Alors, je dis, donnez bien vos directions, comme ça, vous aurez des places. Je vous invite tous à mes spectacles. Et vous avez gardé quand même les pieds sur terre en permanence? Oui, toujours. Qu'est-ce qui vous ramène les pieds sur terre? Parce qu'il y a quand même énormément de succès. Beaucoup de gens nous disent... Moi, la vie de tous les jours. Et puis moi, je suis quand même quelqu'un je sais fermer la porte aux choses qui sont... jamais... Écoutez, je ne voudrais pas le dire. Hein, j'ai jamais écouté une chanson de moi. Je peux pas. J'ai l'impression que je ne sais pas ce que je fais. Même pas mes disques, quand ils sont finis, je dis, oh là là, mais comment je chante, c'est pas possible. J'ai pas d'ego. Voilà, je suis pas quelqu'un qui est de l'ego. Je suis plutôt pour m'occuper des autres et leur dire, venez, je vais faire un dîner pour vous à la maison. Ben, va me chercher ça et ça, il me manque ça. T'as du persil plat? Vous avez du persil plat? Alors amenez-moi. Et l'estragon, et puis ça, on va faire... Je suis très maman avec tout le monde. Et puis par contre, quand je suis sur scène, j'aime que ce soit très bien fait. Ça, j'ai le sens de la perfection parce que déjà à l'école, mes cahiers étaient bien écrits. C'est pour ça que comme j'ai raté le bac, parce que je ne me suis pas réveillée, c'est un peu bête. Hein. Dans ce milieu-là, on avait quand même... On pouvait dîner avec Barbara. Vous vous rendez compte? Barbara venait de dîner à la maison. Et elle m'a dit un jour, quand elle m'a vue sur scène au Palais des Congrès en 82, il y avait dans la salle Louis de Funès avec sa fille et Barbara. Imaginez. Oh, wow. Ouais. Alors j'ai dit aux enfants, dans la salle, vous savez ce qu'il y a? Il y a la personne que vous aimez le plus au monde, monsieur Louis de Funès. Et les gosses, ils ont crié, ah, faites-nous des grimaces. Et Louis a répondu, les grimaces sont dans le placard. Oh non, mais c'est génial. Après, il est monté sur scène, il m'a dit, j'ai jamais vu ça, Chantal. Pourquoi on ne fait pas un film ensemble? Et puis il est mort un mois après. Et Barbara, elle avait invité tout son village. Elle ne m'avait pas dit qu'ils étaient aussi nombreux. Je lui avais dit, écoute, je vous invite, moi je vous mets une rangée complète. Combien vous êtes? 10, 15, 20? Elle m'a dit, non, non, je loue moi-même le car et tous les gosses viendront grâce à moi. Non, non, je ne veux pas. Et après, elle est venue dans ma loge et elle m'a dit, tu sais ce que tu viens de faire là? Tu vas pas... C'est très important, Chantal. Je dis, mais je chante comme ça, je parle aux gens comme si c'était dans mon salon, parce que je suis très spontanée, il n'y a pas de fermeture. Là, on est devant le public, j'ai pas peur. Je suis tellement contente de les voir, je cours vers eux. Il y en a qui sont... Moi, j'ai pas de trac, hein, je suis heureux, évidemment que ça s'ouvre, que je peux chanter avec eux et rigoler avec eux, parce que je leur parle. Je leur parle à tous. Alors, comment allez-vous? Et depuis l'autre jour, ça se passe bien en Bretagne? Oui, ah, ben, génial, je vais y aller bientôt. Moi, je parle à tout le monde. Et Jean-Jacques me dit, mais il y a tous dans un salon. Ben, je dis, ben, écoute, je les ai tous connus petits, je peux leur parler. Alors, mais moi, c'est parce que je suis très spontanée. Hein, c'est comme ça que je vis et c'est comme ça que je suis. Et puis là-dessus, c'est pour vous dire que Barbara, elle m'a dit, voilà, tu les retrouveras tous dans 40 ans. Ils seront papa et maman et tu deviendras une institution. Mais je pense à elle tout le temps quand je suis sur scène. C'est exactement ce qu'elle a dit. J'ai lu cette phrase, justement. C'est ça que je cherchais dans mes fiches. Mais... C'est fou, hein? Et elle l'avait vu. Bah, n'oubliez pas que Barbara, c'est une grande médium, en plus. Elle ressent les gens, elle est comme Jean-Jacques. Des nuits entières, ils se parlaient parce qu'ils ne dormaient pas, tous les deux. Vous vous avez tendance à croire à ce genre de croyances, la généalogie, enfin, pardon, je me dis que même, il y a des gens... Ah oui, moi, je pense... Pour moi, il y a beaucoup de monde là-haut, hein. Okay. Ah non, moi, de mourir, j'ai pas peur. Hein. Je suis contente d'aller les retrouver. On en parlera plus tard parce que c'est... Et puis, non, je suis pas... Maintenant, parce que moi, je suis croyante, puis je suis en même temps... j'ai été élevée comme ça. Hein. Moi, j'ai pas peur de tout ça. Non, c'est pas vrai. Le 18 mai prochain, oui. Vous êtes 18 ou 19 mai Moi, j'ai 18. Après, bon, ça va changer. Ça va être le 18. Il y a une tournée en toute la France. En tout cas, on le répète, il y a une tournée en France. Il y a 18 mai au Palais des Congrès à Paris. On met tous les liens en description de la vidéo. Pour ceux qui veulent retrouver ça, ça fait des années que vous faites ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit, ce soir, j'ai pas envie d'aller sur scène? Parce que... Mais non, c'est pas ça. J'ai pas envie d'aller à la maison. J'ai pas envie de rentrer, j'ai envie de rester sur scène. Ok. Là, je suis le contraire des autres. Hein. Mais pourquoi? Parce que tout le monde est fatigué à un moment. Il y a des gens qui font des tournées pendant 2-3 ans. Mais non, mais moi, je suis très contente. D'abord, je vais vous dire, j'ai pas la même chose que les autres, c'est que je chante après-midi.
à 14h30 et des fois à 17h30, 2 fois. La semaine prochaine, je chante 2 fois. Mais pendant que je chante pas, j'ai mon petit livre et je regarde le bon restaurant, je vais aller dîner. Je suis pas bête, hein. Il y a des bons restaurants en France quand même. Ouais. Hein, on a quand même un beau pays. Hein. C'est vrai, ce que je dis quand il y avait tous les cultivateurs, les agriculteurs, je leur ai dit, mais on pourrait être le plus grand potager de l'Europe, tellement c'est bon. Complètement. Les bons poulets, les bonnes viandes, il y a tout en France. Il y a les bons poissons. Moi, l'autre jour, j'étais dans un grand magasin et je ne comprenais pas pourquoi mon poisson arrivait d'Équateur alors qu'il y a tout à 200 bornes. Je dis, pourquoi vous ne prenez pas les sols de Dieppe et puis les bonnes langoustines de La Rochelle, etc. Ben non, moi, ça ne m'amuse pas de manger des trucs de l'Équateur. C'est pas marrant. On m'a applaudi, du coup. Alors moi, je regarde où je vais dîner et puis je fais honneur, j'appelle le restaurant moi-même. Hein. Bonjour, c'est Chantal Goya. Je vais venir ce soir dîner. Oh là là, qu'est-ce qu'on est content. Ben oui, c'est plus simple. Qu'est-ce qu'on va les déléguer des cas. Moi, j'ai pas de secrétaire, hein, tout ça. Non, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu des situations compliquées à gérer avec des gens qui, parfois, dans l'excès de fans, vont peut-être empiéter sur votre vie privée? Il n'y a pas de fans fous. Non, ce sont des fans avec des enfants. Moi, je respecte trop les petits. Je les aime tellement, avec leur maman, leur papa. Même si je sors de scène, je reste au bord de la scène pour leur prendre leur programme ou quelque chose que je vais dédicacer pour eux. Avant, je faisais des dédicaces de 2 heures. Et que j'avais pas fini de chanter, que j'étais déjà à l'entrée avec des fils. Mais j'ai plus le droit de le faire parce qu'il y a eu le Covid. Et puis les théâtres ne veulent pas. D'accord. Donc pour la sécurité aussi, peut-être. Alors sans le dire à personne, parce que je ne le dis pas, je viens devant, puis je fais pareil. Mettez une casquette, des lunettes de soleil. Je dis, alors on n'a pas le droit de monter sur scène, alors qu'on montait sur scène avant, parce qu'il y a des fils électriques. Vous savez, la sécurité a changé hein, Oui, complètement. aujourd'hui. J'ai lu dans un article du JDD de 2020 que dans l'espace VIP, on croisait en famille Jean Dujardin, Julie Depardieu, Philippe Manœuvre, l'ancien ministre Jean-Louis Debré, le député communiste Yann Brossa ou l'homme d'affaires Antoine Arnaud dans vos publics, avec qui amènent leurs enfants ou parfois leurs petits-enfants. Ben oui. Moi, Antoine Arnaud, je l'ai connu, il avait 8 ans. Ben oui, c'est pas parce qu'il s'appelle Antoine Arnaud qu'il est aussi important que vous et moi. Hein. On est tous pareils. Est-ce que les gens viennent vous voir après en backstage? Oui, bien Est-ce sûr que Jean Dujardin amène son fils ou sa fille? Évidemment, ils viennent tous me voir. Ils me disent, oh là là, ma fille vous t'aime tellement. Alors on est content, on fait une photo en privé, parce que moi je respecte le côté privé des familles. Je dis non, c'est pas pour la presse, c'est pour eux. Et puis ils viennent me voir. Moi j'ai même eu un jour à la maison un dîner chez moi à Paris. Des amis m'avaient annoncé qu'ils amenaient quelqu'un de très important. Alors j'ai dit, mais je vous préviens, on va pas changer le dîner parce qu'il est important. Hein. Ça serait un bon roast beef, des bonnes pommes de terre sautées. Très bien. Je ferai des choses très bonnes. Une bonne entrée, peut-être un soufflé au fromage. Et puis, qu'est-ce qui a ouvert la porte et qu'est-ce qui est arrivé? Sammy Davis. Okay. Sammy Davis qui chantait avec Sinatra à l'époque. Bien sûr. Bien. Il était à Paris parce qu'il allait faire un grand gala, le concert pour l'UNICEF. Alors, il me demande qu'est-ce que je fais. Il ne me connaît pas. Alors, des amis me présentent. Et je suis très contente avec sa femme. Je lui dis, moi, je chante pour les enfants. Oh, it's great. What's your song? Et je lui montre Pandi Panda, Pandi Panda. Puis je fais des gestes. Alors, il apprend bien comme moi, il fait tout comme moi. Et puis après, il me dit, alors il est très content, il joue au piano avec Jean-Jacques. Jean-Jacques aime tout ce qui est américain, les Sinatra, tout ça. Ils chantent les chansons ensemble au piano. Et après, il me dit, je vous invite au théâtre des Champs-Élysées, là où nous avons le grand concert pour l'UNICEF. Et bien, au moment... Alors là, vous avez tout le gratin parisien, évidemment. Moi, j'aurais même pas pu me payer une place, mais j'étais invitée. Et tout d'un coup, au milieu de New York, il fait arrêter tout l'orchestre. Now, ladies and gentlemen, I'm going to sing a song for Chantal Goya, Pandi Panda. Et il l'a fait. Et ben, je dis, voilà, les Américains, ils savent faire ça. Ah, wow. Alors, tout le monde me dit, alors? Je dis, oui, alors, c'est incroyable. Je le connais, puis c'est tout. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, de génial. Et voilà, il l'a fait. J'ai lu dans une interview, vous me parliez d'argent juste à l'instant, j'ai pas le moyen de me payer cette place-là. Vous étiez très dépensière. Moi, je suis dépensière? Vous l'avez dit dans pas mal d'interviews. Non, moi, j'ai toujours les mêmes trucs. Non, je suis pas dépensière, moi. Je suis pas quelqu'un qui aime... D'abord, j'achète pas de marque. Oui, on peut être dépensé sans marque, hein, mais... Non, mais je suis pas dépensière. Moi, ce que j'aime dépenser, c'est pour les autres, oui. Ah oui, ok. Ah bah oui, je m'occupe des autres, toujours. D'accord. Ah bah oui, comment vous expliquer? Il peut pas payer son portable, je vais payer pour lui, c'est pas grave. Je suis comme ça. C'est quoi le Non, plus je suis beau pas compliment? dépensière. Moi, j'ai pas de voiture, déjà. Ok. Non, je prends mon train comme tout le monde. Ma valise, elle est cassée, mais je m'en fous. D'accord. Comme ça, moi, ils peuvent la casser encore plus, ça m'est égal. J'ai pas de marque. Moi, je suis pas quelqu'un de marque. C'est quoi le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Par exemple, on va vous voir à la fin du spectacle. Eh bien, vous nous rassurez. Vous nous rassurez. Et je leur dis pourquoi. Ils me disent, vous vous rendez compte ce qu'on vit aujourd'hui? Et quand on vous voit, et quand on est près de vous, ça nous représente tout ce qu'on a aimé dans une vie. Nos grands-parents qui sont plus là, nos parents. Et puis même de voir que vous avez des principes encore, que ça existe, parce que le nouveau monde, on parle du nouveau monde, on est affolé de ce nouveau monde.
Et moi, je leur dis sur scène, moi, je suis comme la moutarde de Dijon à l'ancienne, hein, vous inquiétez pas, puis je serai là jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Je serai toujours là pour vous. Mais oui, mais voilà, c'est comme ça que je leur parle. Alors, ils ont pas l'habitude qu'on leur parle comme ça. Mais oui, mais moi, je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis quelqu'un de très vrai, de très spontané. Si j'ai trop mangé, que j'ai du bide, je vous inquiétez pas. Il y en a une qui m'a dit que j'aurais un bébé bientôt. Je dis, mais ça va pas. Dans la tête, j'ai mangé un bon foie gras, oui, puis c'est tout. Non, je suis pas compliquée, je vous dis, je ne suis pas compliquée. Et les gens comme ça, c'est vrai qu'ils se reconnaissent en moi. En fin de compte, on aseptise beaucoup de choses, on n'ose pas parler, on n'ose pas dire si. Il faut être tout maquillé, tout je sais pas quoi pour se présenter. Moi, je viens le matin, je suis pas maquillée, hein, je m'en fous. Moi, je vais dans la rue pas maquillée. Non, pour témoigner, vous arrivez, vous avez votre Vous avez maquillage. vu, ça va vite, hein, je mets 10 minutes. Un peu de fond de teint, un peu d'anti-slame, de la poudre et terminé. Pas de rafistolage, rien, non. Enfin, des pneus de camion à la place de la bouche, merci, non, non. Non, non. C'est vrai que c'est une tendance aussi, il y a certaines Je ne dépenserai artistes. pas d'argent pour ça, moi. Pardon? Il y a pas mal d'artistes, même de plus âgés, qui sont passés par la chirurgie, Ah oui, pour non, essayer de mais j'ai trop garder. peur, moi, je sais pas. Je sais pas. Vous vous rendez compte? On dort. Alors, on dort. Comment on va se réveiller? Elle va être là, la surprise. Vous vous rendez compte? Comme ça. Vous avez qu'est-ce qu'elle a fait? Alors là, je vais faire du buzz. Hein, je vais faire plus que les gens. Je vais faire 3 millions de personnes qui vont dire mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est folle. Non, il y a des moments où, peut-être que... Même à 20 ans, on ne faisait pas, nous. Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Sheila, France Gall. Moi, on avait 20 ans, on n'avait même pas besoin de maquillage, on avait une lumière toute simple, et puis on avait notre jeunesse et voilà, on n'était pas refaites. Mais aujourd'hui, c'est dommage, elles sont arrangées à 20 ans, à 15 ans même. Est-ce que vous êtes nostalgique de votre jeunesse, justement? Ah ben moi, j'aimais bien cette période, parce que c'est une période d'insouciance, de gentillesse, de poésie et de gens vrais. Aujourd'hui, c'est plus ça. Thierry, qui vous accompagne, me disait au téléphone un peu plus tôt, il me disait Chantal, 40 ans, c'est ce qu'elle s'est fixé en tête, quoi. Oui, ben oui, parce que j'ai demandé aux enfants quel âge j'ai. Ben, c'est pas compliqué, hein. Elle m'aurait dit 80, je dis oui, c'est pas mal. Non, non, t'as 40 ans, je dis très bien, la vérité sort de la bouche des enfants. Non, mais je pense que dans ma tête... Mais il m'a fait un très beau compliment, Thierry. Il m'a dit, tu sais, je vais dire un truc, toi, t'es une fille, t'es pas une dame. Eh ben voilà, il est là le mystère. C'est que moi, je suis comme une fille. Je rigole de tout, je m'arrange de tout, sauf que j'ai l'expérience. Voilà, c'est ça la différence. Et que j'ai pas peur. Je peux, si quelqu'un va pas bien, je peux aller rouspéter à sa place tout de suite. Et puis ça va aller très vite. On va sortir la boîte à gifles, et puis le bâton de guignol, et puis le parapluie des cassis. Là, oui, la boîte à gifles. Exactement. Faut pas avoir peur il faut pas se laisser faire. Voilà, je trouve. Il faut pas se laisser faire. Moi, je vous dis, le nombre de producteurs quand j'étais jeune, parce que forcément, j'ai ressemblé à une gamine, qui me disaient on va parler du prochain film dans ma chambre, dans votre chambre. Je suis pas la femme de ménage, moi, ça va pas, non. Hop, vous allez prendre la boîte à gifles, elle va s'ouvrir, vous allez prendre 2 claques avec moi. Ah non, là, puis ils partaient en courant. Ils avaient très peur. Ils ont très peur de moi, parce qu'ils savent que je suis quelqu'un de... Je réagis vite. Hein. C'est des choses qui se faisaient beaucoup, enfin, ce genre de situation de... Mais tout le monde était... Ça a toujours existé. Mais seulement, ils n'avaient personne... Moi, je me défendais très vite, parce que je le disais tout de suite. Moi, j'étais réactive immédiatement, donc les gens partaient en courant. Ils se cachaient même pour ne pas me voir. Il y avait la tornade rose qui arrive, là, qui va tous nous engueuler. Qu'est-ce que... On parle beaucoup d'échecs dans l'émission. Ça nous arrive, on parle d'échecs parce qu'il y a la réussite, mais il y a aussi parfois les échecs, les doutes. Qu'est-ce qui vous a fait le plus réfléchir, douter, ou qui vous considérez comme un échec personnellement dans votre Moi, j'ai pas eu d'échec personnel. Moi, je protège beaucoup Jean-Jacques, qui est beaucoup plus à se poser des questions que moi. Parce que moi, tout va bien. Même si je chante faux, je m'en fous, en avant. Même si quelqu'un dit, mais qu'est-ce que tu es une conne, je dis, bah tant mieux, il en faut bien une. On m'avait dit que j'étais la dinde de Pâques. Là, non, la dinde de Noël. Je dis, bah, il faut bien une dinde à Noël, quand même. Noël sans dinde, c'est pas Noël. Et la cloche de Pâques, vous l'avez pas oubliée aussi? Bah, c'est moi. Non, mais je m'en fous, moi. Je vais vous dire, il y a trop de choses dans la vie qui sont merveilleuses. On va pas s'attarder sur des bêtises. Mais par contre, moi, j'ai un mari qui est très anxieux, qui est très angoissé, qui a toujours peur de... Bah, l'autre jour, je lui dis, qu'est-ce que je vais dire sur toi quand on va m'appeler? Bah, tu dis que je suis mort. Bah, c'est charmant. Bon. Ou alors, je lui dis, mais arrête de parler des autres. Mais oui, je suis pas mon type d'homme, il me dit. Là, il vient de sortir un album, ça fait 20 ans qu'il n'a pas chanté, un album magnifique. Et je lui dis, mais tu parles de tout le monde sauf de toi, mais je ne suis pas mon type d'homme. Alors, on n'a jamais entendu une phrase pareille. Tout le monde a un ego surdimensionné, vous allez voir l'album, vous allez voir si. Moi, mes chansons que j'ai faites à Noël, je ne sais même pas où elles sont passées, je ne les ai pas vues. Alors, j'ai dit sur scène, bon, ben écoutez, c'est pas compliqué. Comme mes chansons, à la radio, j'ai dit, écoutez, vous avez mon dernier album? Ben non, on l'a pas.
Ah bon, ben, je vais vous le chanter à la radio. Allez, toi, mon doudou, mais où es-tu passé? Et je chante ma chanson en direct dans le micro. Résultat, tous ceux qui sont dans les voitures là, à 8 h du matin, ils m'écoutent. Et ils appellent, oh là là, où est-ce qu'il est le disque? Ah ben, je voyais qu'ils veulent acheter mon disque. J'ai pas besoin de vous. Moi, j'ai plus la plus belle radio du monde, c'est Radio Papa-Maman. Alors, dans ce cas-là, terminé. Ben oui, tous les parents connaissent mes chansons, c'est eux qui apprennent les chansons aux enfants. C'est la chance, hein. Puis maintenant, ils arrivent habillés en bécassine. Vous avez acheté où le costume? Bon, on l'a acheté sur Internet. Je dis, oh, bien là, qui fait plein d'argent, hein. Il est content. C'est quoi la scène qui vous a le plus marqué? Celle que vous oublierez jamais? Au Liban. En 91, quand je suis arrivée à Beyrouth la première fois, du reste, j'y suis retournée, mais en 91, je suis arrivée, c'était la fin de la guerre, tout fumait de partout, c'est comme si tout Paris était en feu. Et comment je vais chanter là? C'est pas possible. Mais qui me connaît? Eh bien, tous les enfants, ils avaient mes vidéos dans les abris, sous terre, et ils apprenaient Chantal Goya. Et j'ai fait plus de 100 000 personnes. Ok. Ah, mais ça, c'est émouvant, hein, de voir que nous, on est la France. Eux, ils aiment tellement la France que tout le monde parlait français, tout le monde chantait mes chansons. C'était le plus joli cadeau des enfants, des enfants et des familles libanaises, quand même. Vous savez, ils nous aiment beaucoup, hein, ils aiment beaucoup la France. Tout le monde parle français. Vous êtes retourné là-bas? C'est important pour vous? J'y suis retournée, oui, j'y suis retournée là. J'y suis retournée pendant tous les ans, sauf au moment où ça a explosé, parce que j'y étais 1 an avant. Et j'ai un producteur qui amène tous mes gros spectacles. C'est-à-dire, il n'amène pas un petit bout de Chantal Goya, il amène tout le gros spectacle. Il part en bateau. Alors je dis, oh là là, pourvu que le bateau, il ne chavire pas, parce qu'il n'y a plus rien. Parce que moi, je vais vous dire que tout ce qu'on voit sur scène, c'est de l'original. C'est le vrai Bécassine de 77, c'est la vraie Guignol, c'est le vrai Chaboté de 82. Rien n'a été refait. J'ai tout gardé dans des hangars, dans des malles et dans des flycases, tous mes décors de toute ma vie. Tout est là, et je ne vous dis pas comment... L'arbre, Monsieur le Chêne, il est là. Après, il y a le grand soulier. Je leur dis, on va se revoir bientôt, vous inquiétez pas. Alors, on va se revoir bientôt. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'ai eu un ami qui m'a appelé, qui est dans les dessins animés. C'est son papa qui a fait Goldorak, tout ça. Et Capitaine Flamme, qui a écrit Jean-Jacques, debout. Et il me dit... Ah, c'est Jean-Jacques Dehou qui a écrit oui, Capitaine Flamme? Bien sûr, il a écrit 400 titres, dont Capitaine Flamme. Bah oui, les gens ne savent pas, mais c'est bien de le dire. Bah oui, c'est important. Et là-dessus, il m'a dit, Chantal, j'ai une idée. Et je dis, j'espère que c'est la mienne que moi. Parce que moi, j'ai un rêve, c'est que tous mes spectacles et Marie-Rose deviennent un dessin animé. Pour la suite. Parce que moi, je partirais tchoum, dans une fleur et je deviens un dessin animé. Et là, j'ai vu, il y a 3 jours, ça y est, c'est signé. Et il y a 3 jours, j'ai vu mon visage, j'ai vu tout ce que ça allait devenir. C'est pour 2027. On va vous voir en dessin animé. Le mystérieux voyage de Marie-Rose en 2027 au cinéma. Okay. On le fait en français, en anglais, en espagnol, en japonais, dans le monde entier. Il faut que les enfants rêvent. Voilà, pourquoi pas. Vous savez, ça me fait penser... vous avez fait beaucoup de chansons qui ont marqué les enfants parce que c'est des chansons de vie, de bienveillantes, avec de la bonne humeur. Et il y a une série qui est sortie il y a quelques années avec Jim Carrey, l'acteur, qui s'appelle Kidding. Dans cette série, lui, il est victime d'un accident de voiture. Sa femme est dans un accident de voiture. Il perd un de ses enfants. Et lui est animateur d'un show Muppets aux États-Unis et qui faisait des choses très joyeuses. Et d'un coup, il se dit, mince, j'ai perdu du temps, maintenant il faut que j'explique à des enfants ce que c'est les choses sérieuses de la vie. Le divorce, le deuil, plein de sujets très sérieux. Est-ce que vous, à un moment de votre vie, vous vous êtes dit, peut-être que maintenant je pourrais prendre un virage, mes enfants ont grandi, à qui je m'adressais? Mais oui, mais les enfants des petits d'aujourd'hui, les mamans veulent tellement les protéger, mais ils ne comprennent pas comment on peut vivre toute la vie avec le même papa. Parce qu'il y a déjà eu ce problème qui existe. Ce sont des familles recomposées aujourd'hui. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que le papa et la maman, qui m'ont connu petit, qui ont peut-être divorcé, sont quand même là au spectacle. Parce que le lien, c'est moi. C'est fou, quand même. C'est fou. C'est très important. Vous suivez un peu ce qui sort musicalement aujourd'hui? Est-ce que vous vous retrouvez dans la musique je vois pas tout, non. Je vois pas tout, parce que j'ai pas un iPhone bien. Parce que je pense à ça, parce qu'il y a un morceau de l'artiste DMX, un rappeur américain, qui vous a samplé. Oui, je sais. Donc le sample, c'est un morceau on récupère un morceau d'un artiste pour en faire une boucle et qui va servir de fond musical. Et il a carrément pris aussi tout l'arrangement de Jean-Jacques. Mais on n'a pas touché un sou, hein. Non, ma question c'est tellement celle-là. Non, mais c'est quand même drôle. On me dit, tu dois être milliardaire. Je dis, mais milliardaire de quoi? Rien du tout. Mais par contre, c'est quand même incroyable que... Alors, j'ai eu l'histoire finale, c'est que ce garçon, DMX, qui est mort, il était entièrement camé, il avait pris beaucoup de drogue. Et dans son producteur a cru que j'ai le cœur en peine, c'est le nom de la chanson, ça voulait dire j'ai le diable qui m'aime. J'ai le diable qui m'aime. Moi, je n'ai jamais dit que le diable m'aimait, hein. Ça va pas. Donc,
La chanson, elle était j'ai le cœur en peine, j'ai le cœur en peine. J'ai le cœur en peine. Il a toujours mis ma chanson. Ok. Et finalement, c'était son album posthume. Oui. Et ça a fait beaucoup, beaucoup d'albums, ça. Mais entre-temps, le producteur ne savait pas que c'était une artiste pour enfants. Et en plus, c'est mes premières chansons à l'époque. Oui, c'est des vieilles Chansons chansons. de Godard. À l'époque, dans le film de Godard. Et moi, ces chansons ont été défendues par un éditeur, comme quoi c'est très important d'avoir quelqu'un de bien qui vous défende à l'étranger. Les éditions Breton, où venait Charles Trenet, où venait Edith Piaf, où d'où venait Gilbert Bécaud, tout le monde était dans ces éditions. Et le monsieur Breton avait emmené toutes ses chansons aux États-Unis, donc il a fait une édition en Amérique. Et toutes mes chansons qui étaient en France sont parties aux États-Unis pour être représentées pour autre chose. Donc j'ai fait des pubs en Amérique, mais il n'y a pas longtemps encore. On a demandé, tiens, on va prendre Chantal Goya pour le film d'Angelina Jolie. Alors je chante une chanson française. Après, c'est avec Sneakers, avec les Gremlins, les machins, là, Les avec le Gremlins, verre. ouais. Voilà, je suis avec eux. Après, c'est les jeans, je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, dès que c'est bien travaillé, ça a intéressé les Américains. Et j'ai toujours dit, c'est bizarre parce que à l'époque, quand en 86, c'était compliqué pour ma vie, enfin, pas ma vie personnelle, pour ma vie d'artiste, les spectacles étaient plus durs, j'avais l'occasion d'aller aux États-Unis et de jouer au Radio City Music Hall. Donc j'ai appris la chanson en anglais de Pandy Panda pour l'émission Thanksgiving Day, devant 150 millions d'Américains. Et ils adoraient les chansons de Jean-Jacques, ils adoraient les musiques, parce que musicalement c'était important. L'histoire, du reste, j'ai toujours dit, c'est pas perdu. Parce qu'entre-temps, on a répété, j'ai travaillé, on avait les danseurs américains, on avait tout, et mon producteur est mort. Donc je me suis dit, c'est pas le moment. Ça vient de me dire que c'est pas possible. Il y a un signe qui vient de là-haut qui dit non, on stoppe. On arrête, ouais. On arrête, on repart en France. Moi, j'étais contente de rentrer en France parce que je m'ennuyais là-bas. Il y a une fait d'actualité qui m'a marqué assez récemment, pas immédiatement, mais il y a quelques mois de ça, quelques années. Henri Dess, qui faisait des chansons pour enfants, s'est retrouvé au Hellfest, donc festival de métal, de musique métal, où il s'est fait baptiser Henri Dess Metal, voilà, pour chanter des chansons sur scène avec des groupes de métal autour de lui. Est-ce qu'on vous a proposé des choses, parfois un petit peu barrées ou originales, que vous avez refusées, ou vous vous êtes dit non, c'est quand même pas pour moi, j'irai pas jusqu'au... Non, moi j'ai pris les devants, c'est que quand j'ai fait un JT, comme c'est que le JT c'était en direct, il y avait Gims et Maître Gims et puis Kenji Girac. Alors tout le monde attendait qu'ils en parlent et j'ai dit au comment il s'appelle le présentateur de la 2 déjà, je l'aime beaucoup. Laurent Delahousse. Voilà, Laurent. J'ai dit à Laurent, mais moi je peux vous faire le lapin en rap, hein. Vous dites quoi? Dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivée une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au point de morte, Fontaine ou morte, c'est dont tous les chasseurs l'appellent des révolutions. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur, c'est un lapin qui, c'est un lapin qui. Ce matin, un lapin a tué un chasseur, c'est un lapin qui avait un fusil. Et il m'a dit, bah dis donc, mais je savais pas que tu faisais. Ah, mais non, j'ai fait pour leur faire plaisir et pour rigoler. C'est encore un truc pour rigoler, comme d'habitude. Alors elle disait, elle a qu'est-ce qu'on dit le flou? Non, le flou, c'est quand on voit rien. Le flow. Elle a le flow, oui, le flou, c'est quand je vois rien. Le flou, c'est pas pareil. Le flow, c'est bien. Je dis, bah écoutez, tant mieux, maintenant, j'ai plus qu'à aller chanter avec vous. Ouais. Et pourquoi pas? Ben attendez, je viens avec eux sur la scène, je fais un carton et je chante Capitaine Flamme et le Lapin. J'ai fait des festivals, hein. Okay. J'ai fait des festivals l'été, j'en ai 2 là encore en Bretagne, où c'est bien hard. Ouais. Alors j'ai dit, non, mais je peux pas les chanter. Mais vous avez vu ce qui est là? Il y en a 30 000. Non, mais je peux pas les chanter. Ce qu'ils chantent ne correspond à rien. Et là-dessus, ils ont annoncé, il y a une surprise, c'était l'hystérie. C'est vrai? Le matin, le lapin, la Capitaine Flamme, ils ont hurlé tout, mais c'est de l'hystérie. Et ça vous plaît pas, ça? Bon, ça m'amuse, mais c'est pas... Mais c'est tous ceux qui m'ont connu petit, hein. De toute manière, ils me connaissent. Forcément. Voilà. Festival de poupettes. Je vais retourner dans l'été. D'accord, poupette, ok. Bah, là-bas, elle m'a dit, t'es la surprise, mais tu as fait le plus gros truc que j'ai jamais vu ça. Mais je savais que ça allait se passer. Où c'était? Puis avant, attendez, vous avez oublié que grâce à Absolument Fabuleux, où chantait Beckesine is my cousin, j'ai fait 200 boîtes de nuit. Ça, vous avez oublié, hein? C'est un vrai sujet. Vous y avez pensé? En 2000. En 2000? Ouais. Mais je vous dis pas ce qu'il y avait. C'était... Le monde gay m'a remis sur les... J'ai appris ça. Ah oui, alors là... Comment vous êtes devenue l'égérie pour la communauté gay? Ben, je vais vous dire, moi j'ai demandé aussi. J'ai dit, mais pourquoi je suis devenue... Ils m'ont dit, Chantal, on nous a tellement, comment dit-on, blâmés. Et toi aussi, tu as été blâmé. Ben, on se retrouve avec toi. Et en même temps, on t'aime tellement parce que tu es avancé, tu as continué. Et là-dessus, j'ai dit, ben, moi, je suis tellement heureuse de vous avoir parce que moi, j'aime la fête, j'aime m'amuser, je suis joyeuse. Et en même temps, vous me respectez tellement que c'est le plus beau cadeau. Alors, j'ai fait 200 boîtes de nuit. À chaque fois que je chantais Booba, le petit ourson, ils s'embrassaient tous sur la bouche. Alors, moi, je suis pudique. Alors, je regardais là. Booba, petit ourson. Et ils étaient devant, ils s'embrassaient. Après, je me disais, comment je vais traverser la salle s'il y a le feu? Parce qu'ils fumaient, hein. Ils avaient leur clope.
Je me dis, comment je vais faire? Oh non, si jamais ma robe, elle a un bout de feu, je brûle. Il n'y en a plus de Chantal Goya. Et puis, c'est dommage dans une fête, quoi. Et puis alors après, on a eu des boîtes de nuit de tout le monde. Alors je faisais la... Attendez, moi, évidemment, en tant que maman, dis donc les gars, vous n'allez pas boire comme ça dans le parking, ça n'existe pas, vous allez boire là-bas, mais pas... Alors je faisais service d'ordre, je me dis, mais c'est qui, c'est Chantal Goya? On dirait, ben oui, c'est moi. Et puis vous allez arrêter de boire parce que vous buvez trop. Et alors ils avaient des chansons métal, et après c'est le lapin, c'était plus... Ben oui, mais voilà, moi je m'adapte à tout. J'en ai vu de toutes les couleurs. Je suis partie dans la Creuse, où là, il n'y avait que des vaches. Je dis, mais elle est où, la boîte de nuit? Puis j'arrive, c'était 3h du matin. Moi, c'est l'heure où je dors depuis longtemps. Ouais. Alors je disais, mais ils sont passés où? Puis je disais, ah ben ça y est, ça doit être une étable là-bas. Il y a un bonhomme qui doit... Ah ben voilà. Ah, Madame Goya, qu'est-ce qu'on est content de vous voir. Les vaches sont vendues, on a fait la boîte de nuit. Je dis, ben voilà, j'en étais sûre. Et j'ai dit, C'était une boîte à l'extérieur? Il y avait 2000 personnes. Elle avait dans le parking qui commençait déjà à boire. C'est une rave party, en fait? Bah, pareil. Vous êtes allé en rave party, du coup? Non, bah oui, mais... Alors après le paysan qui était adorable, je disais, vous avez une femme? Oui, oui. Ben, j'ai allé où votre femme? Ben, là-bas, vous la voyez pas, ça scintille de partout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin qui scintille? Mais comme ça, je la vois de loin. S'il y a un petit gars qui l'emmerde, moi j'arrive avec le bateau, je mais dis donc, vous allez vous battre. Non, mais j'ai vu des trucs drôles, mais drôles. Ouais, c'est sûr. Mais grâce à eux, je suis revenue, vous voyez. Puis en plus de ça, la chanson Bekessan a été relookée, refaite complètement par le frère de Goldman. Alors rien que ce nom, tchoum, devenait quelque chose de branché, du coup. Ouais, il y a tout le monde qui connaît, je pense, Bécassine et ma cousine, Bekessan is my cousin, avec le début de... Voilà, c'est la folie. Alors, on va parler d'une histoire qui se serait passée au Queen's. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, le Queen, bah, évidemment. J'étais chantée au Queen un soir et j'ai réalisé que c'était le Queen quand je suis arrivée aux Champs-Élysées. Et puis, à ce moment-là, la foule est arrivée, tout le monde avait des oreilles de lapin, chantait, Chantal Goya, on est au football avec moi, on n'est pas dans une salle où tout le monde attend que le petit voit chanter. Non, non, ils sont tous fous. Et puis, du coup, coup de téléphone, je prends mon portable, je dis, allô, maman, c'est moi, figure-toi que je vais avoir le bébé bientôt, très vite, tu peux venir. Je dis, mais je peux pas venir, je suis au Queen, je suis en train de danser. Il y a tout le monde chante le lapin, ils sont tous habillés tout à l'heure, ma chérie, tout à l'heure. Puis, non, mais c'est un monde de fous, nous. Ma fille avait accouché, moi je chante le lapin, enfin tout est... Grosse histoire, quoi. Tout est à l'envers. Je vais vous montrer quelque chose, enfin, je vais faire écouter quelque chose. Ça me permettra de poser des questions par la suite. Vous me direz si ça vous parle. Il y a un gros sujet en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Avec des voix qui se créent. Oui. On l'a testé, on s'est dit qu'on allait juste faire sur une chanson pour voir si ça fonctionne. Et on a retrouvé ceci. Dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivé une chose que personne n'aurait pu imaginer. C'est quoi ça? C'est Maître Gims qui reprend. Bah, c'est pas lui, évidemment. Mais on a testé. Sa voix? Exactement. Bon, bah dis donc, il a un problème dans la gorge, hein, ça va pas. La chanson, tout le monde la connaît. Voilà, en fait, c'est un vrai sujet aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Oui. C'est que c'est utilisé pour des choses dont on n'est pas forcément... les artistes sont pas forcément au courant de ce qui se passe, de ce qui se fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'évolution de l'intelligence artificielle? Ben, moi, je sais pas de quoi en penser, mais je trouve ça un peu bizarre. Mais enfin, ma chanson, s'il y a les droits d'auteur dessus, tant mieux. Parce que... Il y revient, entendre. Oui. Non, mais il n'y aura rien de tout ça. Mais j'imagine qu'il y a des petits malins qui ont essayé de fabriquer des fausses voix et des fausses têtes et des fausses histoires. Il y a des artistes même qui se tâtent aujourd'hui à déposer leur voix pour que plus tard puissent continuer à être fait des chansons. On dépose où la voix? Je ne sais pas, mais c'est l'aspect pratique que je n'ai pas. Mais pour que la voix perdure et que peut-être d'autres chansons soient créées à partir de leur voix. Est-ce que ça vous intéresserait que votre voix perdure dans de nouvelles chansons que vous ne connaissez pas? Non, moi je vais vous dire une chose, quand j'arrêterai, quand je serai plus là, tout partira avec moi. Il n'y aura plus rien. Ben oui. Vous croyez pas qu'on va faire Chantal Goya qui n'existe plus? C'est pas possible, ça. Ce qu'ils aiment, c'est venir me voir en vrai. Mais si je suis plus là... Moi, Jean-Jacques m'a dit, le jour où tu disparaîtras avec ton histoire. Je ne vois pas quelqu'un reprendre en France, hein. Ouais. Peut-être qu'aux États-Unis, il y aurait une petite américaine. Ça, je souhaite que mes spectacles puissent être traduits en anglais, en espagnol, en italien, en japonais, en chinois. Tant mieux. Mais en France, non, ça ne marchera pas. Il n'y a qu'une seule Chantal Goya, finalement. Ça ne marchera pas parce que les gens ils sont tellement attachés à mon personnage, à moi, que c'est prétentieux, hein, ce que je dis, mais je pense qu'ils ont raison. Le public ne se trompe pas. Mais à mon avis, si je suis plus là, si c'est juste une voix, tout est faux, je ne vois pas l'intérêt. On ne va pas rentrer dans un monde faux. Déjà, on a du mal à voir tout ce qui est vrai, à être proche de tout ce qui est vrai, et à aimer tout ce qui est vrai. On ne va pas nous balancer maintenant du faux pour faire le nouveau monde. Ah non, ça ne va pas, ça.
Non, moi, je suis pas d'accord. Vos enfants, ils ont grandi avec vous sur scène, en tant que maman d'un côté, en tant que personnage Marie-Rose de l'autre, sur scène. Est-ce que ça a été difficile pour eux? Est-ce qu'il y a des fois où ils vous ont dit ah là, tu te consacres quand même beaucoup à la scène Non, ils m'ont jamais dit parce qu'ils étaient plus grands quand j'étais sur scène. Ils n'avaient pas 4 ans, 5 ans, ils avaient 12 ans, 14 ans. Au contraire, ils m'ont toujours dit, ma fille, elle m'a dit, quand on nous parle de ça, on a eu de la chance d'avoir des parents merveilleux qui nous ont toujours aimés. Et en même temps, des parents... Qui aujourd'hui a des parents qui ont des gens aussi importants qui viennent dîner à la maison? Sammy Davis qui vient dîner à notre table, Louis de Funès qui vient nous parler. Mais jamais, il nous remercie tous les jours. Il dit, maman, papa, vous êtes tellement formidable parce que vous nous avez appris beaucoup de choses. D'abord, mon mari, c'est un puits de science, donc il apprend beaucoup de choses. Mais c'est surtout qu'on a eu la chance d'avoir des enfants qui nous aiment beaucoup. On est très aimés, on est une famille très unie. Ouais. Et puis, ils se sont jamais plaints. Au contraire, on a fait des beaux voyages ensemble. Je les ai toujours emmenés partout, découvrir le monde, être avec moi. Et avec la famille, du reste, je dis toujours, quand je pars en vacances, il me faut 9 lits. Hein. Débrouillez-vous, mais on est 9. Ah, vous êtes toujours en. Ben oui, en moi, c'est moi qui organise tout. Je fais les billets d'avion, je fais les trains, je fais les voitures, j'ai toujours tout organisé. Même pour la tournée, quand le soir à dîner, on va manger quoi, tu veux quoi, et toi, ben, ça y est, c'est comme une famille. Moi, je suis très sensible à la famille, je suis pas individuelle. Par contre, je sors pas le soir. Voilà. Maintenant. Ah, vous n'êtes pas. Ah non, je suis pas un oiseau de nuit, je déteste la nuit. C'est vrai? Je dis que parole de nuit ne voit jamais le jour. Ben non, parce que tout ce qu'on vous raconte la nuit, on va te faire ci, on va te faire ça, on me l'a dit tout ça. Alors le matin, moi j'appelle à 8h, je dis alors, non, je dis, oh là là, il est dans un état. Non, ça marche pas. Ok. Ah, je comprends. Par contre, mon mari, il est de la nuit. Oui. On est mariés, on n'a rien à voir ensemble. On n'a pas les mêmes amis, on n'a pas la même bouffe. Lui, il vit la nuit. La nuit, ça le rassure. Moi, je déteste la nuit. Moi, j'aime le jour, la lumière, le soleil. On ouvre les rideaux. Moi, je suis levée à 8h tous les matins et couchée à 10h, par contre. Très tôt, comme les poules. Qu'est-ce qui vous angoisse le plus dans la vie? Qu'est-ce qui vous a angoissé le plus? Peut-être que ça a disparu depuis. À vrai dire, j'ai tellement eu de recul et tellement d'une vie dure et triste petite, quand j'étais petite, que la vie d'aujourd'hui, elle est merveilleuse pour moi. Mais petite, c'était dur, c'était compliqué. C'était à 4 ans, 3 ans, 2 ans, c'était compliqué. J'ai pas une vie facile. Et en plus des mamans très malades, j'étais déjà maman à 12 ans. Et je m'occupais de mes frères et sœurs. J'avais pas le droit de sortir, mais j'étais très proche de ma famille et de m'en occuper. J'étais beaucoup plus, si vous voulez, comme une petite maman très jeune qu'une fille qui pensait qu'à sortir. Non, c'est pas ça dans ma tête. Non. Vous avez eu très vite des responsabilités, finalement, oui, c'est voilà, ça? j'ai eu des responsabilités dès 12 ans. Et puis, je me suis toujours occupée de ma famille, après de mes enfants. Après, quand j'ai eu mon enfant, j'ai dit à maman, ça serait peut-être bien que voilà, si je pars en vacances, comment on fait? Ma chérie, moi j'en ai eu 5, hein, t'en as qu'un, tu te débrouilles. Je dis, d'accord, je vais me débrouiller. Il y a eu des chiffres sur vous qui m'ont surpris. Oui. Vous avez sorti 17 albums studio. Vous détenez le record de spectacle au Palais des Congrès de Paris. Il y en a eu 480 en 40 ans. Alors j'ai calculé, ça veut dire une moyenne d'un tous les mois pendant 30 ans. Oui. C'est fou quand même. Ben oui, c'était ma vie. C'est ma vie d'être sur scène. Ça, c'est uniquement Paris, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu les tournées en France. Après, les tournées, alors là, je ne vous dis pas toutes les tournées, partout dans le monde, dans la France entière et dans le monde. J'étais à Tahiti, j'étais à Nouméa, j'étais en Guyane, Martinique, tout ce qui est français et Belgique. Vous êtes donné une date d'arrêt? Ah ben non. Mais vous me voyez donner une date d'arrêt, ça veut dire quoi? Est-ce que vous-même, c'est une question? Non, je vous ai dit, si je suis très malade, je m'arrêterai, parce que je suis quand même pas folle, il faut que j'aille me soigner maintenant. Mais sinon, je m'arrête pas. Tant que ça va bien, tant que je suis contente. Dans une interview, vous dites que vous vous arrêterez à 105 ans. Voilà. Oh, peut-être que je serai la plus vieille du monde, hein. Vous savez pas ce qui va m'arriver, attention, hein. Vous allez m'avoir sur le dos pour longtemps. Vous avez changé votre approche de ça? Est-ce que vous donnez la même énergie sur scène? Est-ce que vous sentez que... Encore plus d'énergie, j'arrive en courant et ils hurlent tellement, je leur demande s'ils n'ont pas gagné à l'euro-million. Non, mais je suis quelqu'un de spécial parce que je donne tellement et je suis tellement heureuse de donner que c'est différent. Vous voyez, c'est pas comme les autres qui viennent pour montrer ce qu'ils savent faire. Moi, je n'ai même pas à montrer ce que je sais faire, c'est tout le monde qui chante avec moi. Mais ouais, tout le monde est content. Vous avez fait beaucoup de choses, vous avez beaucoup voyagé, vous avez chanté absolument avec tout le monde, partout. Est-ce qu'il y a des choses que vous rêveriez de faire encore? Est-ce qu'avec votre âge aujourd'hui, vous avez encore des rêves, de choses à accomplir? J'en ai fait des choses. Hein. J'ai fait beaucoup de choses. Dans les rêves,
Non, le cinéma, c'est une chose qui m'avait amusée, enfin, qui était compliquée à l'époque, parce que je ne comprenais pas bien ce que je faisais au cinéma. Mais faire peut-être un film drôle aujourd'hui avec une comédienne qui a de l'humour et qui me ferait rire, comme Chantal là-dessous, pourquoi pas? Ah d'accord. Voilà, ça serait amusant, parce que je saurais quoi faire avec elle. De Chantal, quoi. Mais pas des scènes avec, comme m'a dit Lilo Ventura, on embrasse quelqu'un, ça jamais comme lui. Moi, je ferais comme lui. Hein. Non, non, rien. Non, On non, vous a toujours... Ils sont tous pris des râteaux avec moi. C'est vrai? Ah bah oui. Ah, vous avez été courtisé par... Ah bah tout le monde dit, ah là là. Maintenant, moi, j'étais partie un jour dans une belle soirée avec un copain qui maintenant a une grosse fortune. Il me dit, ah, je me souviens de quand tu étais jeune. Hein. J'avais pris une belle voiture, je t'emmenais en soirée, t'es revenu avec une vieille 2 chevaux pourrie parce que tu trouvais que tu rentres plus tôt. Moi, je me suis retrouvée comme un con tout seul avec ma voiture. Qu'est-ce que vous aimeriez faire sans être même sûr d'y arriver? Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent aujourd'hui ou des choses que... Au-delà du cinéma, je parle personnellement, Oui. par exemple. Peut-être s'occuper des enfants qui sont très malheureux aussi. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont des gros problèmes et leur donner un peu de rêve, ne serait-ce que leur parler. Parce qu'on ne parle plus aujourd'hui. Ils ont tout sur Internet. C'est dommage. Moi, j'aimerais bien... voilà, à partir du moment où on peut discuter avec quelqu'un, lui parler des choses simples de la vie, de mes expériences, ça les passionnerait, j'en suis sûre. De les aider. Ou alors de parler aux enfants qui ont eu des problèmes d'harcèlement. Il faut leur expliquer qu'il faut parler. Il ne faut pas avoir peur de l'adulte. Il faut parler. Il faut expliquer la vérité. Il faut leur dire voilà ce qu'on va me faire, ce qu'on m'a fait. C'est très important. Et si moi je peux les aider, moi je fonce et puis je vais les aider. Et je vais leur parler et puis je vais dire à tout le monde vous arrêtez maintenant le cinéma, ça suffit. Non mais c'est vrai, j'ai une position forte et à partir du moment où j'ai pas peur des gens, j'ai pas peur moi en fin de compte. Non, j'ai jamais eu peur. Donc si je peux aider quelqu'un, je le ferai. C'est Philippe Catherine dans une chanson qui dit « Il est trop tard pour avoir peur ». Ben oui, complètement, il est trop tard. Mais j'ai jamais eu peur. J'étais élevée par des parents qui m'ont appris à ne pas avoir peur. Vous savez, quand on nous annonce qu'on va vous tuer, qu'on va vous couper la tête en Indochine sur une plantation tout seul, je me souviens que maman, elle avait des gardes Vietcong qui tournaient. Et à un moment, quand elle a su que la guerre était terminée, elle a ouvert une bouteille de champagne et pour pas qu'on entende, imaginez, elle avait 17 ans, 18 ans, pour pas qu'on entende le bruit du champagne, que les autres rentrent, elle a fait tirer les chasses d'eau. Tchang, la chasse d'eau, elle a tiré, et voilà, on avait gagné. Je comprends. Vous voyez? C'est quoi la leçon qu'on vous a apprise plus petite, plus jeune, que vous avez retenue, que vous essayez d'enseigner aux gens, à vos enfants, même à vos petits-enfants? Qu'est-ce que vous essayez de leur inculquer? Moi, je dis toujours qu'il faut être poli, qu'il faut le minimum de politesse, respecter le respect des autres. C'est très important aujourd'hui. Et puis, ne pas penser que ne pas penser du mal. Le mal, non, systématiquement, il n'y a pas de mal. Si tu regardes quelqu'un pour le regarder, c'est pas pour entraîner une bagarre, pas du tout. Tu l'observes, tu dis, ah, ben, il est bien. Tu sais même pas ce que tu as en toi. Tu n'as pas besoin d'être jugé par des choses qui n'existent pas. Mais moi, j'ai pas eu peur. Et en même temps, je me souviens que quand j'habitais à Pigalle, le soir, c'était un peu dur. Hein. Alors, ils me reconnaissaient. Hein. Ils me reconnaissaient à ma voix. Ils disaient « Oh, Chantal Goya !» J'ai dit « Quelle est la chanson que vous connaissez ?»« Je la connais, moi, je suis sûre que c'est celle-là. » Celle-là, pas qu'elle fusil. Ah ben voilà, parce qu'elle est le fusil, évidemment. Alors, on va vous raccompagner à la maison. Je dis « Oui, je suis chez ma grand-mère. » Je ne dis pas que c'était chez moi. Non, mais les gens ont toujours été polis et respectueux avec moi. Ouais. Toujours. Ok. C'est important, hein. Vous passez beaucoup de temps avec votre famille aujourd'hui? Vous disiez les vacances, c'est à neuf ou c'est rien du tout? Oui, non, les vacances, comme j'ai plus de petits, il n'y a plus de petits, c'est que des grands. C'est des petits-enfants maintenant, du coup? Ils sont grands, hein, entre 20 ans, 25 ans. Et c'est là où je m'aperçois que nous, on a eu de la chance d'être dans un monde beaucoup plus facile. On appelait quelqu'un, on avait peut-être un boulot. Aujourd'hui, c'est dur. Tout est difficile. Ils ont 20 ans, ils cherchent du boulot, ils ont des examens, mais malgré tout ça, il n'y a pas la poste. C'est très cloisonné. Et puis, on va vous appeler. Bon, on n'appelle jamais. Nous, à l'époque, quand on dit on va vous appeler, on nous appelait. Il n'y a personne de chez vous qui a voulu se lancer dans la chanson comme Non, vous avez pu le non, faire? ils n'aimaient pas. Ils n'aimaient pas le milieu à l'époque. D'accord. Ah non, non. Non, non. Vous auriez aimé qu'ils viennent avec vous sur scène? Ah non, 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 non. Ben non, surtout pas. Non, non, déjà, Jean-Jacques, il a peur de venir. Et moi, je ne verrai jamais quand il y a Jean-Jacques. Non, non, on est très séparés, hein, tous. Alors qu'on s'adore. Mes enfants, je n'ai pas leur obligé à venir voir mes spectacles, ils les connaissent. Mais ils ne sont pas non plus dans la gestion de chansons, d'édition. Mon fils, il est peintre et ma fille, elle fait des photos. Oui, c'est artistique, mais c'est quand même autre chose. Oui. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Ah bah alors là, voilà, la grande phrase. À la jeunesse? Parce que
Vous en parlez, vous vous adressez aux enfants dans les chansons. Vous vous adressez maintenant du coup aux parents qui amènent leurs propres enfants. Vous avez toujours essayé d'aider les gens en fait par vos chansons, vous me le disiez tout à l'heure. C'est quoi votre plus grande manière d'aider, vous, aujourd'hui? Moi, je trouve qu'il faut se parler entre soi. C'est très important de discuter, de parler, d'échanger. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est mal dans sa tête, qui est en dépression, mais si jamais il avait 2 minutes pour qu'on lui parle, ça irait mieux. Mais il faut savoir trouver les mots aussi. Il ne faut pas être égoïste, il faut penser aux autres et pouvoir leur parler. Mais ce n'est pas évident, parce que ce monde d'aujourd'hui est un monde qui a été inventé pour ne plus se parler, pour ne plus être communicant, pour ne plus être ensemble à dîner ou déjeuner, parler, boire un verre. C'est fini tout ça. Moi-même, Jean-Jacques, il me disait l'autre jour, tu te rends compte, avant, on avait des clubs le soir, on se retrouvait chez Castel, chez Régine, on retrouvait du plus grand au plus riche, au plus pauvre. Tout le monde était là, mélangé. Et le plus riche ouvrait un verre, le plus pauvre, il était content parce qu'on lui remontait le moral. Celui qui n'allait pas, on lui avait remonté le moral, il allait mieux. Moi, j'en ai vu des situations compliquées, d'artistes qui n'allaient pas bien, mais un petit coup de moral, et puis ça y est, c'est reparti. Et aujourd'hui, je trouve que, je vous dis, pour moi, Internet, c'est fabuleux pour la découverte, mais c'est la perte du monde pour le reste. C'est catastrophique. Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Moi, je pense qu'il faut que la santé en premier. Ouais. La santé en premier, et puis le bonheur de donner aux autres, j'aurai toujours, parce que c'est ma signature. Mais le bonheur de donner aux autres, oui, je l'aurai toujours. Mais la santé, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont très malades aussi, qui sont compliqués. Regardez le Covid, tout ce que ça a fait comme dégâts. C'est terrible. Des fois, je me dis, mais pourquoi on leur a mis des machins dans... Regardez ce pauvre... ce garçon que j'adore, qui chante Les mots bleus. Ah, Christophe. Christophe, je l'ai vu 8 jours avant qu'il parte. J'ai fait une émission de télé, il était à côté de nous. Il avait l'air bien. Et puis, tout a été une histoire effrayante. Et puis, il est mort. Je n'en revenais pas. Je dis, mais c'est pas possible de partir aussi vite. Alors, je savais qu'il avait des problèmes de bronche. Comme moi, j'ai des allergies. S'il y a des pollens, je me mets à tousser. J'ai mon petit truc là qui me va bien. Mais si on me fout un tuyau dans la gorge, je ne sais pas si je vais vivre. Hein. C'est sûr. Non. J'ai une dernière question, et après, on reparlera de votre tournée. Par contre, on a des médecins, on a des grands professeurs en France, on a des gens merveilleux. Et l'hôpital, parce que moi j'y vais souvent, et je peux vous dire que l'hôpital, il faut vraiment être... Si j'étais milliardaire, je donnerais tout à l'hôpital, moi. Ah ben oui, je dirais, tiens, voilà de l'argent pour soigner, pour faire ça. Parce qu'il y a des moments où l'hôpital, il est vide, il est tout seul. Moi, je comprends pas comment je sais pas, je trouve qu'il faut l'hôpital, il faut être très proche des infirmières, de tout ce corps de métier qui est tellement important. C'est dur hein, ce qu'ils font. C'est très dur. Très dur. C'est pas dans ce genre, ah, ça va. Non, c'est très, très dur. De redonner le moral, de redonner les médicaments, oh là là, c'est... Ma mère l'a fait pendant 40 ans. Ah bah vous voyez ce que je dis. Dans l'hôpital en plus, donc je sais, moi je reviens de la Salpêtrière, j'avais un rendez-vous, mais pas grave, rien du tout, mais... Ah bah oui, ils étaient gentils, ils m'ont dit, tenez le coup, tenez. J'ai rien, j'allais bien. J'espère que vous allez tenir le coup. J'ai dit, mais oui, je suis pas malade. Il me dit, oui, parce qu'on veut vous voir le 18, hein, des infirmières dans la rue. Est-ce que vous êtes fière de ce que vous avez accompli? Oui, parce que je devais pas chanter. Hein. Je vous dis pas, mes séances au début, je pleurais. Je disais, oh non, je vais faire la cuisine, le ménage, je vais pas chanter. Mais non, c'est pas mon monde. J'ai pas été élevée là-dedans. Et puis ma mère, elle aurait jamais voulu que... Mon père, il m'avait dit, quand tu chanteras, tu changes de nom, hein, parce que si ça marche pas, de quoi on aura l'air. Parce que vous aviez De Guerre à la base. Chantal De Guerre, oui. Ouais. Et c'était grâce à un ami qui était à Biarritz, qui avait un grand Goya, qui m'a dit, oh là là, si un jour tu es artiste, tu devrais t'appeler Chantal Goya, ce petit page, il te ressemble. C'est comme ça que c'est venu. Hein. Bah écoutez, merci beaucoup Chantal. Bah, merci à vous. On va rappeler juste que vous êtes en tournée dans toute la France et à Paris, au Palais des Congrès, le 18 mai prochain. Saint-Étienne, Montbéliard, Le Havre, Lille, Toulon, Nice. J'embrasse ma région, c'est toujours plaisir. Ah oui, Annecy, Clermont-Ferrand, vous êtes aussi en Belgique. Oui, toujours en Belgique. Mons, le Wex, on dit Le Wex, voilà, le Wex, pour les Belges. Parce qu'effectivement, vous touchez à toute une population francophone dans le monde entier. Ils m'ont connu, ils étaient petits. Vous savez, quand on touche l'enfance de quelqu'un, c'est sacré. Et tant que je pourrais donner du rêve aux enfants, à leurs parents, à leurs grands-parents, ça sera mon plus joli cadeau. Merci en tout cas. Merci. Et merci aux gens qui nous suivent sur Légende. C'était une émission avec Chantal Goya qu'on est très content d'avoir reçue ici. On fait des émissions qui sortent le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc n'hésitez pas à nous suivre partout. On est en podcast, on est numéro 1 des podcasts. Et ça fait très plaisir de voir que vous nous notez, vous êtes contents de ce qu'on propose. On est sur YouTube, on est partout. On est sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Donc partagez-nous, suivez-nous partout. Ça n'empêche pas de nous écouter en podcast et venir nous suivre sur YouTube.
Et voilà, merci encore de nous suivre tous les jours sur Légende et à bientôt.